Bonsoir à tous. Une nouvelle saison, je dirais, de l'émission Que les choses soient dites, une émission spéciale où nous parlerons de Lucette Michaud-Chevry qui nous a quittés jeudi dernier. Lucette Michaud-Chevry qui a été une femme qui a beaucoup, je dirais, marqué la Guadeloupe et marqué aussi la Martinique, la Guyane, mais aussi par-delà, puisqu'elle était bien connue en Afrique et ailleurs. Et un retour sur son histoire. Alors, elle a été respectivement maire de Basse-Terre, présidente de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes, présidente du département, présidente de la région. Elle a été députée, puis sénatrice, secrétaire d'État auprès du Premier ministre Jacques Chirac, chargée de la francophonie en 1986. Elle a été ministre déléguée, chargée de l'action humanitaire et des droits de l'homme en 1993. Et nous poursuivrons tout à l'heure avec nos invités, des invités qui l'ont connue, des invités qui ont eu à discuter avec elle, qui ont eu à échanger, qui ont eu à l'accompagner aussi dans son combat politique. 3 invités, puisque comme vous le savez, nous sommes obligés de garder les distances, de respecter les gestes barrières. Donc 3 invités que vous connaissez, puisqu'ils font partie du noyau dur de cette émission Que les choses soient dites. Je veux parler honneur aux femmes d'Evita Chevry. Evita Chevry qui est avocate, mais c'est aussi la nièce de Lucette Michaud-Chevry. Donc elle l'a connue à travers, je dirais, son parcours, sa famille. Donc elle nous en dira un petit peu plus tout à l'heure concernant l'histoire de cette femme qui a pris naissance à Saint-Claude et qui habitait à Gourbert, et elle a été maire de Basse-Terre. Donc vous voyez, elle a un peu rayonné dans ce périmètre. Et puis Samuel Damo qui lui est chef d'entreprise. Il a beaucoup côtoyé Lucette Michaud-Chevry, il l'a connue, il a échangé avec elle. Je pense qu'elle a dû aussi lui confier quelques secrets, puisque Samuel Damo, c'était son élu à Objectif Guadeloupe, et on se rappelle de cette relation entre Samuel Damo et Lucette Michaud-Chevry. Alors, et on le surnommait l'homme de tous les bijoux, parce qu'il avait cette réputation de donner les plus beaux bijoux à Lucette Michaud-Chevry, en tout cas de les lui passer pour qu'elle puisse se présenter aux émissions de télévision et autres représentations. Donc nous verrons si tout cela est vrai, si c'était vraiment le monsieur bijou de Lucette Michaud-Chevry. Et puis Harry Ancelade, chef d'entreprise, qui a eu à discuter avec elle et puis qui a eu certainement à avoir des échanges pour le moins par moments corsés avec elle. Donc voilà pour une présentation de ces invités d'une manière particulière, puisque c'est une émission spéciale Lucette Michaud-Chevry. Donc je débuterai avec Evita qui, je vous l'ai dit, est la nièce de Lucette Michaud-Chevry. Alors Lucette Michaud-Chevry qui a pris naissance à Saint-Claude. Mais oui. Après, que s'est-il passé, Evita? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus, puisqu'elle fait partie de votre famille? Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans quel domaine? En tant que femme, dites-nous un petit peu ce qu'on ne sait peut-être pas dans son parcours et peut-être aussi au niveau de sa famille. Elle était... d'abord, elle est née dans une famille de 10 enfants. Et c'est vrai elle a eu plusieurs sœurs, et elle était, comment dirais-je, très très attachée à sa sœur aînée qui était Colette, et qui a dirigé d'ailleurs le collège de Petit Paris. Donc, elle part très jeune pour faire ses études. Elle va se marier aussi. Elle va se marier assez jeune, et elle revient en Guadeloupe. Et mon père, à l'époque, soutenait, c'était la première fois d'ailleurs qu'un maire noir, qu'un candidat à la mairie de Saint-Claude, c'est la première fois qu'on avait un candidat noir, puisque jusqu'à présent, il n'y avait que les Blancs Pays qui accédaient au poste de maire. Et mon père soutient Rémy Nessouta. Et je veux dire, cette bagarre-là a été une bagarre très, très dure, parce que les Blancs Pays n'entendaient pas laisser arriver au pouvoir Rémy Nessouta.
que je considère comme un génie d'ailleurs, comme un génie que Saint-Claude a eu la chance d'avoir comme maire. Et mon père, à la dernière minute, dit à Nessouta, puisqu'il était évidemment sur la liste, il dit à Nessouta, bon, moi je préfère, ma jeune sœur vient d'arriver, elle est avocate et je préfère qu'elle prenne ma place. Et c'est comme ça qu'elle va commencer en politique sur la liste de Rémy Nessouta, qui était, lui, communiste. Et les premières armes, elle va les faire comme ça, parce que mon père, effectivement, a préféré que sa jeune sœur, il pensait qu'elle avait un talent certain, ferait mieux l'affaire que lui-même. Et en fait, elle a toujours aussi beaucoup aimé son frère aîné. Puisque je l'ai toujours connu venant très très souvent à la maison pour demander conseil à papa. Elle avait beaucoup de respect pour lui, ça il n'y a pas de doute. Et c'est comme ça qu'elle rentre en politique. Mais est-ce que la famille avait apprécié qu'elle soit en politique en tant que femme? Oui, alors ma grand-mère c'était un mélange très curieux. C'était une femme, d'ailleurs je suis née des deux côtés, que ce soit maternelle ou paternelle, de deux femmes, ce qu'on appelait les femmes d'Ubud, quoi. C'était, comment dirais-je, ma grand-mère, ma grand-mère Chevry, elle était vraiment une femme qui avait beaucoup d'autorité. Et je suis donc née et ma grand-mère maternelle aussi d'ailleurs, et mes deux grands-pères, eux, étaient des gens très intelligent, mais pas du tout dans cet esprit d'autorité, pas du tout. Et ça m'a toujours amusé de voir ces couples-là qui pouvaient paraître un peu mal assortis. Donc ma grand-mère, pour revenir à elle, elle était elle-même une femme d'autorité. Mais en même temps, je ne sais pas si au début, elle n'a pas eu un peu peur quand même pour sa fille, puisque de rentrer dans un monde qui était particulièrement masculin à l'époque. Hein, c'est ça. Tandis que mon père non, il a accompagné sa sœur, il était convaincu qu'elle pourrait faire carrière, même si c'est vrai que à l'époque, il y avait quasiment que Gertie Archimède, comme femme qui émergeait en politique. Donc voilà. Mais Lucette rentre en politique comme ça. Elle avait quel âge ? Alors, quel âge elle avait? Elle rentrait de France, je pense qu'elle devait avoir entre 25 et 30 ans, quoi. Elle était jeune. Et en même temps, c'était une tante, il faut le reconnaître, jeune femme, c'était une tante très, très, très affectueuse. Elle s'occupait beaucoup de ses neveux et nièces. On passait notre temps chez elle parce qu'on trouvait amusant d'aller chez elle, parce que c'était toujours... Elle nous laissait faire nos bêtises, elle riait de nos bêtises. Il y avait une ambiance pas possible chez elle. Et elle est restée... avant, vraiment, elle a changé vraiment quand elle est arrivée au pouvoir. Quand elle est le pouvoir change l'homme. Mais ce ne serait pas juste d'oublier quand on parle d'elle, parce que c'est un aspect dont on ne parle pas beaucoup. L'aspect Lucette Bichot-Chevry, avant l'accession au poste vraiment de responsabilité, c'était une tante. Moi, j'ai le souvenir, par exemple, que quand j'ai eu mon bac très tôt, elle était un peu inquiète. Elle ne savait pas très bien comment je vivais ça. Elle a pris l'avion. Elle a pris l'avion pour venir voir comment ça se passait, ma première année d'université, si j'étais bien adaptée, comment je vivais ça. Elle m'avait même présenté son maître de stage, puisque je lui avais dit que je voulais être avocate, en lui disant, ben voilà, dans 3-4 ans, elle m'avait déjà présenté, etc. Donc, c'est pour dire qu'il y a cet aspect-là dont on ne parle pas beaucoup, parce que beaucoup de gens n'ont pas connu cet aspect ou l'ont oublié, parce qu'effectivement, après, quand elle passe au pouvoir, c'est évident quand elle passe au pouvoir qu'elle n'est plus la même parce qu'elle est habitée par autre chose. Alors, moi je voudrais dire quand même, il y a une chose aussi qu'on ne dit pas beaucoup de Lucette Bichot-Chevry, et il faut le dire, c'est qu'on ne se rend pas compte que comment c'était difficile à l'époque pour une femme d'arriver à certaines fonctions.
Et elle m'avait toujours raconté des choses qui peuvent paraître complètement, comment dirais-je, hallucinantes maintenant. Elle m'a dit que quand elle arrive comme avocate, il n'y a que Gerty Archimède en fait, et c'est un monde vraiment d'hommes, hein, le métier d'avocat, il n'y avait que des hommes. Au début, quand elle plaidait, les confrères hommes se donnaient rendez-vous pour venir se moquer. C'est-à-dire qu'elle était debout, elle plaidait, et derrière elle, ils étaient assis, elle entendait les ricanements, les commentaires et tout ça. Donc, je veux dire, c'est une chose qu'on a oubliée, mais c'est vrai qu'elle a connu cette réalité, comme elle a connu cette réalité très, très, très misogyne dans le monde politique. Et c'est ça qui a fait, je pense, que c'est ça qui a fait émerger, en fait, ce caractère d'acier, puisqu'on parle beaucoup d'âme de fer, mais ça explique aussi beaucoup pourquoi elle s'est crue obligée d'être parfois plus dure que ne pourrait l'être un homme, parce qu'elle a vécu aussi sous le plan politique. Il est clair que quand elle quitte le PS pour passer, elle fait le parti de la Guadeloupe et ensuite elle va passer au RPR. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle le fait? Parce qu'elle dit, elle l'a toujours dit, je savais qu'en restant au PS, à un moment donné, il y avait une frontière que je ne pourrais pas franchir. Il y a un talent qu'on ne reconnaîtrait jamais. Et c'est pour ça qu'elle passe dans un autre parti pour pouvoir devenir ce qu'elle est devenue, un leader. Alors, devenir un leader, une femme dans un milieu d'hommes, alors apparemment, elle aimait bien déjà côtoyer les garçons et elle aimait bien se faire respecter, elle aimait bien... Non, parce que ses frères étaient très taquins. Ils l'embêtaient beaucoup et il fallait dans un milieu, dans le milieu déjà familial, comment dirais-je, s'imposer. Donc, elle aimait bien être avec les garçons, jouer avec les garçons, etc. Mais aussi répondre aux garçons, parce que mes oncles n'étaient pas toujours, comment dirais-je, doux avec elle, parce que justement, il l'embêtait beaucoup et elle ressentait le besoin de s'imposer. Mais c'est vrai qu'être femme à cette époque, c'était pas évident et je pense que ça a joué beaucoup dans le tempérament qu'elle a laissé apparaître, alors que parfois elle pouvait être très, très, très affectueuse. Alors, femme de pouvoir, mais aussi mère. Alors, c'est sûr qu'elle a dû quand même mettre un petit peu en retrait, en tout cas se mettre en retrait de la vie politique quand elle a eu son fils. Oui, quand ils sont petits, mais après... elle s'était organisée aussi. Hein. Il y a toujours eu, moi j'ai toujours connu Nénène. Celle qu'on appelait Nénène et qui est encore là d'ailleurs et qui gérait tout dans la maison. Et elle s'était quand même organisée pour que les enfants n'aient aucun manque. Et puis elle aimait bien, elle aimait beaucoup les enfants. Comme je dis, nous on passait souvent chez elle, on passait notre temps. Mon petit frère Ronnie passait des week-ends et dormait là souvent parce qu'il y avait une ambiance très chaleureuse. Mais c'est vrai qu'en politique, à partir du moment où elle est rentrée vraiment en politique, en accession au pouvoir, parce que Lucette Michaud-Chevry n'a jamais voulu être une femme, ce qu'on appelle les femmes déposées, c'est-à-dire que les femmes qu'on met là sur une liste et à qui on donne un pouvoir et qui doivent être encadrées, etc. Elle a toujours voulu, ça c'est vrai, elle a toujours voulu être un leader, c'est-à-dire quelqu'un qui prend les décisions, et c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs, qui prend les décisions et qui mène bataille. Les femmes déposées, c'était vraiment pas son genre. Mais c'est vrai que la fonction de mère, à un moment donné, elle était obligée d'en tenir compte, mais très, comment dirais-je, mais petit à petit, elle est repartie en politique, tout en faisant en sorte que ses enfants soient bien encadrés et tout. Elle n'a jamais abandonné ses enfants. Alors, on peut dire quand même que c'est une femme, alors on a vu femme de sacrifice, femme de pouvoir, et tout à l'heure, on va revenir avec Harry et Samuel, mais est-ce qu'on peut dire qu'elle a vraiment donné plus de place à la politique qu'à autre chose?
C'est-à-dire que c'est toujours difficile de répondre à cela, parce que ça veut dire que pour répondre à cela, ça serait juste un jugement par rapport à mes propres valeurs. Donc, c'est toujours très difficile de répondre à ça, parce que je sais qu'elle était, et ça c'est clair, elle était passionnée par la politique. C'était sa vie. C'était sa vie. Et pendant toutes ces périodes où je la voyais souvent, comment dirais-je, avant vraiment, comme je dis, qu'elle n'accède au pouvoir, au poste de responsabilité, c'était sa passion. Et je peux même dire une chose qui m'a frappée. Quand elle a été opérée, c'est les derniers moments de sa vie. Des moments de sa vie, une opération très longue. On est quand même, elle a été opérée de la mâchoire. On lui a enlevé une bonne partie de la mâchoire et tout. Quand je peux la voir, quand elle peut commencer à recevoir, je vais la voir. Et ce jour-là, j'étais fatiguée. J'étais très fatiguée. Et ce qui s'est passé, c'est que, comment dirais-je, elle s'en rend compte d'abord tout de suite. Moi, je m'attendais à voir quelqu'un qui parlait un mot sur deux, etc. Parce qu'elle a été opérée de la mâchoire, elle sait qu'elle a un cancer, elle sait qu'elle va faire de la radiothérapie, etc. J'ai été impressionnée tout de suite, m'ayant demandé évidemment de mes nouvelles, me trouvant un peu fatiguée, etc. Et elle est partie sur le domaine politique et je la regardais en me disant, c'est pas vrai. C'est pas quelqu'un qui a eu des heures d'opération, c'est pas possible. Elle est partie sur la politique. Elle savait tout ce qui se passait, qui prenait contact avec qui en Guadeloupe, qui avait décidé, quelles étaient les stratégies. Et je la regardais en me disant, mais je rêve. Après, elle est partie sur le Rwanda parce qu'elle avait vu un documentaire sur le Rwanda. Elle est partie en me disant, voilà, oui, je suis d'accord avec l'analyse du président dans tel domaine, mais là, je suis pas d'accord. Et puis, elle est partie sur le Rwanda. Après, elle est partie. Et moi, je me disais, mais c'est pas possible, je rêve. C'est-à-dire que quand je l'ai quittée, elle m'avait donné une telle leçon d'énergie qu'à la limite, j'avais honte. J'avais honte d'avoir montré, même un moment, une certaine fatigue. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Peut-être que je suis passée à côté d'elle, c'était quand même quelqu'un hors du commun. Et ça, c'est un souvenir que... Après, elle m'appelait au téléphone pour discuter et tout. Incroyable. Et vraiment, je pense que c'était sa passion. Donc, dire qu'elle a sacrifié, on est obligé. Quand une femme est passionnée par quelque chose... Donc, femme de sacrifice. Elle est... Mais je ne sais pas si elle-même dirait ça. Parce que... D'accord, elle est obligée, quand on est femme de pouvoir, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des membres de sa famille qu'on voit moins, etc. Il y a des liens qui se distordent un peu parce que justement on est au pouvoir, mais c'était en même temps sa passion. Donc, je ne me permettrai pas de dire ça, parce que ça voudrait dire que je regarde les choses à travers mon regard, à travers mes valeurs, et non, c'était pas la sienne. C'était vraiment une femme épanouie quand elle était, voilà, dans la stratégie politique. Ouais. Nous reviendrons tout à l'heure sur d'autres questions. Alors, nous marquons une courte pause et nous revenons avec vous. Voilà, nous revenons avec vous, chers téléspectateurs. Donc, nous avons eu un problème technique au niveau de CanalSat, puisque nous avons eu des gens qui nous ont interpellés sur le fait qu'il y avait un problème. Nous reprenons le cours de cette émission, donc je vais relancer un petit peu Evita sur certaines questions, mais pour ceux qui ont la TNT ou autre, vous avez eu l'occasion, le privilège de l'entendre sur tout le début de cette émission, mais nous aurons une rediffusion pour ceux qui n'ont pas pu suivre ce qu'elle a dit, donc nous aurons une rediffusion sur cette émission.
Evita, donc malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas pu entendre ce que vous avez dit. Nous allons revenir sur l'essentiel, puisque je le disais, vous êtes la nièce de Lucette Michaud-Chevry, donc vous pouvez parler d'elle. Et je retiens que vous nous avez dit que c'était une femme très, très douce, très sensible, jusqu'à ce qu'elle accède au pouvoir. C'est bien ça? Non. Alors j'ai dit oui, c'est ça. Très affectueuse, c'est-à-dire que, et ça, tous les neveux et nièces peuvent le dire, elle était très très proche de nous. Et comme je dis, ça c'est une chose qu'on n'oublie pas, surtout quand on arrive en France et qu'on est très jeune pour faire des études. Elle fait quand même le voyage pour venir voir comment ça se passe pour moi et voir comment est-ce que je suis adaptée ou pas à cette année loin des parents, parce que j'étais quand même très jeune, loin de la famille. Et elle me présente déjà son maître de stage en disant, voilà, dans quelques années, c'est chez lui que tu pourras faire ton stage d'avocat, puisqu'elle était très contente que je veuille devenir avocate. Donc ça, c'est un aspect de Lucette que beaucoup de gens ne connaissent pas, puisque d'ailleurs, parmi tous les témoignages que j'ai entendus, il y a un terme qui revenait de manière, courante et de manière régulière, c'est la dame de fer. Mais elle n'a pas été que ça. Et il y a cette tante-là, et d'ailleurs que je suppose que de tous les neveux et nièces ont inconsciemment recherché quand elle a accédé au pouvoir et qu'ils n'arrivaient plus à retrouver, parce qu'elle était... dès qu'elle a eu accès au pouvoir, c'était autre chose. Qu'est-ce qui avait changé concrètement? Parce que, et je dis, c'est quand on réfléchit après, parce que quand c'est un membre de votre famille, un membre très proche, c'est vrai qu'on vit, on n'a pas le temps d'avoir vraiment du recul par rapport à tout ce qui a pu se passer au niveau relationnel, mais c'est vrai que quand je réfléchis maintenant, tout ce qu'elle a pu me dire sur la profession, notamment d'avocat, comment elle a vécu, parce que c'est un milieu d'hommes et comment on se moquait d'elle. Ils venaient tous, les confrères, se moquer d'elle quand elle plaidait. Je me dis, c'est hallucinant qu'elle ait vécu ça. C'était quoi? C'était de la jalousie? Non, je pense que c'était simplement des machos, surtout, qui pensaient qu'une femme, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Une femme n'a pas vraiment la qualité pour pouvoir se lever, avoir de l'autorité et convaincre. Je veux dire, c'était juste ça. Or, elle avait, malheureusement pour eux, elle avait beaucoup de talent. Ça a été quand même un grand avocat d'assises. Et on n'en a pas beaucoup parlé. J'ai trouvé dommage d'ailleurs que à la messe, le barreau n'ait pas été représenté, parce qu'elle a été considérée comme vraiment parmi les meilleures avocates d'assises. Et avec Rod, j'ai eu l'occasion, quand j'étais étudiante, de venir entendre. Elle m'avait invitée, j'étais en vacances, à venir écouter une affaire d'assises qu'elle plaidait aux côtés du bâtonnier Rod. Et tous les deux avaient été remarquables. Mais vraiment, j'étais éblouie par le talent de Rod et de Lucette Michaud-Chevry, qui se complétaient parfaitement. Donc, c'était simplement qu'ils n'admettaient pas qu'une femme, vienne dans leur monde, et ils se moquaient d'elle. Mais donc elle a dû s'endurcir, c'est évident. Quand on arrive dans un monde où et c'est clair qu'on vous rejette, ou du moins, quand on vous dit, tu veux faire ça, mais es-tu capable de le faire? C'est vrai qu'on est obligé de s'endurcir. Et je pense que dans le monde politique aussi, c'est clair, puisqu'elle quitte le PS, ne l'oublions jamais. Elle quitte le PS parce qu'elle se rend compte que jamais on ne lui permettra d'accéder de franchir certaines frontières. Et il n'est pas question, et ça aussi, on ne cessera de le répéter, pour Lucette Michaud-Chevry, il n'était pas question d'être ce qu'on appelle les femmes déposées. Les femmes qu'on dépose sur une liste et à qui on donne des postes. Elle voulait elle-même obtenir ces postes par elle-même. Et c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs. Donc, c'est vrai on peut dire, peut-être 3 Lucette Michaud-Chevry. La tante, jeune, la Michaud-Chevry qui accède au pouvoir et qui veut aller encore plus loin,
Et puis la troisième, quand elle quitte la politique et qu'elle est... en fin de vie. Voilà, en fin de vie, et qu'elle retrouve, elle tisse à nouveau des liens avec sa famille. Ouais, c'est 3 femmes. Alors, Samuel, est-ce que vous avez eu cette impression, vous avez eu ce côté femme de pouvoir, mais vous avez eu ce côté aussi, je vais dire, quelque peu, on va dire, de proximité, mais de grande proximité, on va dire, avec Lucette Michaud-Chevry. Alors, on se rappelle Objectif Guadeloupe, qui faisait la fierté de Lucette Michaud-Chevry. Absolument, je crois que j'ai été chanceux, comme tous ceux qui l'ont côtoyé, toutes celles et tous ceux qui l'ont côtoyé, parce que c'était une grande dame, je ne sais même pas où la classer. Je disais que c'était le plus grand homme politique que la Guadeloupe ait eu de tout temps. Et c'est vrai que lorsqu'Evita parle tout à l'heure de Césaire au barreau, je me souviens que mon père avait été, je crois que 176, mon père avait été désigné jury à l'Aster. Et mon père revenait en disant qu'il y a une jeune avocate. Et le président du tribunal de l'époque qui avait dit il y a une avocate dont on entendra parler. Ça, c'est de Lucette Michaud-Chevry parce qu'elle avait fait une plaidoirie enflammée, parce qu'elle avait, dans ses effets de manche, je crois que c'était une grande oratrice. Je ne sais pas si les concours d'éloquence existaient déjà, mais en tous les cas, pour vous donner juste une petite anecdote, elle a fait venir une fois en région des spécialistes du média training. Alors, il y a eu des gens comme Jean-Luc Manot qui était rédacteur de François, Tasté, Canapa, ce sont des gens qui assuraient le média training pour François Mitterrand. Et on était avec Laurent Bernier, Francis Figuière dans une séance de média training. Et ces journalistes-là nous disaient que Mitterrand, Lucette Michaud-Chevry faisait partie de personnes qui naturellement ont la faculté de convaincre, des jeux de rôle, d'être impeccable, c'est-à-dire d'avoir... Lucette c'était c'était une personnalité comme on n'en aura plus, parce que je pense que c'est un personnage comme ça par siècle qu'on peut avoir dans un pays, surtout un pays comme le nôtre, qui est un petit pays, et elle avait un rayonnement qui dépassait la Guadeloupe. Parce qu'elle était reconnue sur le plan interrégional, aussi bien qu'en Martinique, on la respectait. Une fois, Monsieur Marie-Jeanne, Alfred Marie-Jeanne, qui me disait forme à place nous tenir en Martinique, nous étions contents. Parce que j'ai presque envie de dire qu'elle invitait, lorsqu'elle invitait ses pairs, on a connu la déclaration de Basse-Terre, mais avant la déclaration de Basse-Terre, il y a eu la déclaration de Goubert. C'est quelque part le premier stade de la déclaration de Basse-Terre, et c'est là je crois que c'était dans les années 96 ou 97 si je ne m'abuse, elle avait invité chez elle à son domicile M. Karam, président de la Guyane, et Alfred Marie-Jeanne de la Martinique, et c'est où tout a commencé. Parce qu'elle avait quelque part... C'est 99. 1999, voilà. Donc en 99, la déclaration de Goubert. Hein. Ah non. De Goubert. Je parlais de Basse-Terre, c'est 99. Donc c'est pour ça que je dis que Goubert, c'est peut-être dans les années 97. Donc beaucoup de gens n'ont pas entendu parler de ça, mais c'est à ce moment-là où elle parlait, elle travaillait un peu sur les régions comme Canaries, les Açores, Madère, et elle aimait les relations qu'avaient ces pays-là avec le Portugal et l'Espagne, parce que ces départements-là restaient attachés à ces grandes puissances-là, mais en même temps elles avaient un pouvoir délocalisé. Elles avaient un pouvoir délocalisé ces belles régions-là. Donc, elle en parlait tout le temps. Elle prenait exemple sur ces pays-là pour nous dire voilà vers où on doit tendre. Et c'était une femme de pouvoir, mais c'était quelqu'un qui était politique. Pas dans le sens où c'est pas de la politique politicienne, contrairement à ce qu'on croit. Lucette ne pensait pas à sa réélection. Lucette était constamment en politique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, lorsque vous veniez chez elle, c'est la seule personne avec laquelle vous pouviez parler politique pendant 2, 3, 4 heures. Elle n'était jamais, elle s'en lassait pas, parce que c'était pour elle, j'ai envie de dire, elle réfléchissait avec vous, et puis à partir du moment où vous aviez des propositions à lui faire, vous discutiez avec elle, ça pouvait durer, c'était intéressant. Jamais les mêmes choses. En tous les cas, tous les sujets l'intéressaient. Aussi bien le sport que l'industrie, que la culture, elle était intéressée partout, curieuse. Mais surtout, elle s'est fait, j'ai envie de dire, c'est une dame qui était à la fois, qui avait de l'entre-gens, qui avait de l'éducation, qui était classe, mais qui dans le même temps ne pratiquait pas la politique, le politiquement correct. C'est-à-dire, elle avait cassé les codes, elle arrivait,
elle se faisait respecter, parce que Lucette, c'est quelqu'un qu'on respectait parce qu'elle était compétente. C'est quelqu'un Alors, il est dit quand même qu'elle faisait de l'ombre à tous ceux qui étaient à côté d'elle. Hein. Mais forcément, c'était une personnalité. Lorsque vous avez une forte personnalité, alors souvent, Madame Yvelise, j'entends dire que Lucette n'a pas choisi, n'a pas préparé sa succession. Oui. C'est tout à fait faux. Lucette Michaud-Chevry a eu un style de gouvernance qui a fait que lorsque vous travaillez à côté d'elle, il fallait essayer de lui ressembler. Elle n'allait pas vous tendre la perche parce qu'elle s'est battue pour tout ce qu'elle a eu. Eh oui. On ne lui a pas fait de cadeau. Parce qu'à l'époque, lorsqu'elle arrive, avec les Lucien Bernier, les Jalton, lorsqu'elle arrive avec ces gens-là, ce sont des gens qui en imposent. Donc, et c'est un monde... Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on choisit les femmes parce qu'il faut, il faut la parité. Aujourd'hui, les femmes qu'on va chercher en politique parfois, c'est parce que tu viens, parce qu'il me faut 2, 3, 4 femmes. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, oui. Oui, Encore mais c'était 2001 quand même, la parité. Non, mais c'est pas terminé. Donc aujourd'hui, et je dis que son travail, le travail qu'elle a fait que justement, lorsqu'on regarde ce que la Guadeloupe par rapport à la France, c'est un pays où les femmes arrivent rapidement à avoir des postes majeurs. Présidente du conseil départemental, présidente maire de grande commune, présidente de collectivité. C'est-à-dire, Lucette a construit un style de gouvernance. Et si Lucette avait passé le flambeau à une personne, je pense que cette personne-là l'aurait détruite. Parce que le fait qu'elle ait choisi quelqu'un, si la personne n'avait pas les épaules suffisamment fortes pour endosser cette responsabilité-là, cette personne-là l'aurait détruite. Donc, elle a montré comment il fallait diriger, comment elle s'imposait, et c'était à vous d'essayer de comprendre, parce qu'on ne devient pas Lucette qui veut. C'est une charge de travail, mais énorme. C'est une capacité, il faut pouvoir s'affirmer devant les services de l'État. C'est pas donné à tout le monde. Je le dis franchement, c'est pas donné à tout le monde. C'est une école particulière. Donc, alors, une femme comme Lucette Michaud-Chevry, pouvait-elle avoir de vrais amis? Ou était-elle plutôt entourée d'opportunistes? Elle avait de vrais amis et elle était entourée d'opportunistes. Quand vous êtes à ce niveau-là, vous avez tout autour de vous. Il y a des gens qui la craignaient, donc qui la respectaient. Il y a des gens qui l'aimaient. Il y a des gens qui la fréquentaient parce qu'on savait. C'est simple. Moi, j'ai vu Lucette, je ne n'oublie pas le nom de politique, mais c'est vrai, si on prend l'exemple, allez, on est dans qu'on se le dise. Avec Dominique Larifla, ils ont toujours croisé le fer. Par contre, il y avait un respect, mais mutuel, mais un respect c'est difficile de retrouver ça de nos jours. Elle a toujours croisé le fer. D'ailleurs, je me souviens, une fois, il y avait un sénateur, je ne me souviens pas duquel, qui était de passage en Guadeloupe. Et dans l'hémicycle du conseil régional, il y avait juste Dominique Larifla à côté d'elle. Et elle dit au sénateur, vous voyez, ce monsieur, c'est un ami, c'est un adversaire politiquement qui est ferraillé contre lui, hein. Mais en même temps, Larifla qui souriait et tout ça. Il y avait ce respect mutuel-là, et c'est de là qu'on voit que c'est une dame qui avait une autre façon de percevoir la Guadeloupe. D'ailleurs, je vais parler du projet guadeloupéen tout à l'heure, parce que c'est son œuvre. Et on verra bien que elle n'était pas clanique du tout. Parce que dans la constitution des ateliers, vous aviez des gens de droite, des gens de gauche, des gens du centre, des indépendantistes. Vous aviez de tout. Tout, à partir du moment où la Guadeloupe avait une compétence, elle s'en emparait pour pouvoir faire des choses. Et je pense que c'est peut-être ça qu'on a perdu de nous. Alors, mais il y a tellement de choses à dire que oui, voilà. C'est vrai, et Harry, on va arriver à Harry, il nous donnera son sentiment là-dessus, et je persiste et je signe. Quand on voit la fin de vie de Lucette Michaud-Chevry, est-ce qu'on peut rapidement dire qu'elle était plutôt entourée d'opportunistes que d'amis? Alors, sur la fin de sa vie, contrairement à ce qu'on croit, elle recevait des appels. C'est vrai que c'est une fin de vie dans une période un peu contrainte, un peu particulière, parce qu'on était, je pense que sa fille la protégeait. Parce qu'on ne peut pas venir comme ça, elle était âgée, on ne pouvait pas comme ça venir chez elle. Par contre, elle recevait des appels. Pour ma part, j'étais chez elle en juillet. Je n'ai pas pu y aller après parce que confinement, ok, le confinement m'y empêchait. En tous les cas, je l'ai vue en juillet, on a passé 2 heures ensemble, on a parlé encore politique. Je pensais vraiment qu'elle allait vraiment finir l'année, que je ne la voyais pas partir de sitôt parce que je l'ai vue. C'est une dame qui est digne. Je me souviens, en partant, elle avait juste son déambulateur, mais elle n'a pas tenu le déambulateur, elle poussait avec son petit doigt pour me faire voir qu'elle marchait. Bon, c'était quelqu'un de vertical, et jusqu'à la fin, cette dame a été digne.
Lucette n'allait pas vous dire qu'elle souffrait de quelque chose. Ce n'est pas vrai. Vous saviez qu'elle était malade, mais quand vous la voyez, elle ne parlait pas de maladie. Elle parlait encore du pays. Elle parlait des élections régionales qui venaient d'avoir lieu. Donc, c'était un personnage extraordinaire. Harry. Alors, Lucette Michaud-Chevry, vous l'avez rencontrée, vous avez échangé avec elle. Alors, racontez-nous. Ah, ben, je reconnais que moi, j'ai eu un contact réel avec Lucette Michaud-Chevry, mais c'était déjà l'autre dame. Laquelle? Eh ben, celle qui était devenue vraiment la patriote guadeloupéenne. Patriote guadeloupéenne? Ah oui, c'est l'impression. Ah oui, j'ai connu. Écoutez, à un moment, moi, j'ai entendu Lucette Michaud-Chevry en spectateur. Dans la vie de tous les jours, bien qu'en étant professionnel, j'entendais parler d'elle. Il y a eu une période 80-90 où j'avais, bon, pour moi, on était diamétralement opposés. J'avais quelqu'un qui était départementaliste en face. Moi, j'étais à fond indépendantiste. Donc, on ne parlait pas le même langage et je ne l'entendais pas de la même manière du tout. Donc, on était en opposition totale, mais vraiment totale. Bon. Après 90, les choses changeant, évolué. Et puis, je me suis retrouvé président du BTP, donc je suis entré un peu dans le système que je refusais tout le temps, d'ailleurs institutionnel un peu, parce qu'en tant que président du BTP, je me suis retrouvé dans le milieu. Et là, je me suis retrouvé en contact avec elle. Les premiers... Alors, la première fois, je vous le dirai jamais, c'était le premier, au World Trade Center, première organisation en tant que président du BTP, on a organisé une sorte de séminaire et elle était invitée. Mais ça s'était fait une matinée, beaucoup de chefs d'entreprise n'étaient pas venus, donc ça avait été assez léger. Et elle m'avait fait une remarque. Elle m'a dit, ces premiers butins savent que c'est comme ça, putain, en pays là, vous savez, c'est comme ça, c'est dans ces vieux verbes, mais vous savez. J'avais été surpris. Elle m'a dit ça, on sortait, elle me dit, oh, bah, faut pas étonner, ouais, bon, c'est pas du grand monde. Alors que c'est intéressant, mais vous savez, c'est comme ça, pays là, on comprend l'autre comme ça, c'est comme ça. Et donc, ça m'avait un peu, bon, ça m'avait interpellé. Mais par contre, après, on s'est trouvé en affrontement indirect. Et on a souvent été en affrontement indirect, hein, Lucette Michaud-Chevry, très souvent. Parce que, première affaire, elle demande qu'on la reçoive au BTP. Bon. Que la fédération la reçoive. Des fois, elle vient présenter le projet de travaux, etc. Et elle demande qu'on la reçoive. Et bon, je suis président, le secrétaire me dit, bon, président, la présidente de région souhaitait qu'on la reçoive à la fédération. Je dis, oui, elle envoie la liste des gens qui vont l'accompagner. Alors, je reconnais que j'avais en tête quelque chose. Hein. C'est qu'on était à pas loin des élections municipales. Je dis, bon... Quelle année à peu près? On est en... C'était quoi, 98 ou un truc comme ça. Je dis, bon, élection municipale... moi, j'ai dit, je voudrais les gens qui l'accompagnent. Ah, ça a été une vraie... Alors là, j'avais soulevé un problème énorme. C'était une bombe. Déjà, le secrétaire de la fédération me dit, mais président, ça ne se fait pas. On ne peut pas demander à la présidente de région d'envoyer la liste des gens qui vont venir avec elle. Je dis, ah bon. Je dis, bah, ben moi, je veux qu'elle m'envoie la liste des gens qui vont l'accompagner. Je dis, mais attendez, c'est pas possible. Alors, du coup, après, Joachim m'appelle, il est à la région. Ah, oui. Joachim m'appelle. Il me dit, ben, Harry, il y a un problème. Il paraît que tu demandes que la présidente de région envoie la liste des gens qui doivent l'accompagner pour venir à la fédération du BTP. Je dis, oui. Il me dit, attends, mais ça va pas, ça se fait pas, c'est pas possible. Tu peux pas demander ça. Je dis, mais pourquoi je peux pas demander ça? Je dis, écoute, hein, on va faire simple. C'est où j'ai la liste, ou alors, la fédération du BTP ne m'appartient pas. Je serai à mon bureau, elle ira, elle sera reçue par les entrepreneurs, et puis c'est tout. Bon. C'était... Joachim me dit, attends, ça peut exagérer. Alors, on a accroché. J'arrive à la fédération à 15h. Le secrétaire me reçoit en disant, président, on a la liste des gens qui l'accompagnent. Mais il est super excité parce qu'il ne comprend pas ça. Alors, il me dit, mais j'ai pas encore compris. Hein. Je dis quoi? Il me dit qu'on nous a envoyé la liste des gens qui l'accompagnent. Je dis, pourquoi? Il me dit, mais je n'aurais pas pensé qu'on l'aurait envoyé. Je dis, parce que vous voyez, vous ne l'avez jamais demandé. Je dis, mais vous n'avez jamais demandé. Tout le monde, mais vous êtes tous étonnés que je demande ça. Elle l'a envoyé parce que c'est logique.
Si je la reçois, je veux savoir qui je reçois. Avec qui je reçois, c'est tout. Bon, mais, alors, dans l'esprit de tout le monde, ça ne va pas se passer. Ça ne va pas être facile. Je reconnais que quand elle est arrivée, là, mais je reconnais que là, on est dans la philosophie où j'ai en face de moi Lucette Michaud-Chevry, qui, pour moi, est contraire à ma philosophie politique. Donc, on est en situation où je reconnais que je suis en situation tendue, dans le sens où je ne rentre pas dans le jeu. Donc, quand elle arrive, on la reçoit, je la présente, je la reçois non bien, voilà, on reçoit la présidente de région, etc. Et quand j'ai fini, j'allais m'asseoir dans la salle. Elle me dit non, on peut faire ça. Alors, je suis resté, j'étais déjà debout, j'allais m'asseoir dans la salle. Elle me dit, vous pouvez faire ça. Alors, bon, je suis allé. Elle me dit, mais non, restez ici de côté de moi. Alors, bon, je me suis assis. Nous sommes dans une situation où, dans l'esprit de qui est Lucette Michaud-Chevry, d'après ce qu'on dit, on a une situation de. Elle est censée m'allumer. Eh bien, je vous dirais, bizarrement, les premiers retours que j'ai commencé à avoir de certains entrepreneurs. Ils me disent, ouais, vous êtes Michaud-Chevry qui a parlé souvent de à présent. Et quand ils sont boucs qui ont un pantalon à boutons. Il a dit, ouais, alors, c'est sérieux. La première fois, ça veut dire quoi? Mais alors, on m'a ajouté que. Pourquoi un pantalon à boutons? Ah ben justement, j'ai mis du temps à comprendre. J'avais dit que je lui demanderais ça, je n'ai jamais pu lui demander. Et je me dis, un jour, je ferais que je l'appelle lui demander. Eh bien, imaginez que ce qui est bizarre, elle a commencé à me faire une réputation au niveau du BTP, avec plusieurs entrepreneurs. Et elle disait, alors, je pense qu'elle a commencé à savoir un peu qui, je sais pas, mais elle disait, voilà, Hambourg, il pas demandé pour mon rien. Parce que ça, elle le savait, elle était présidente de région, je suis dans le BTP, elle ne m'a jamais vu venir demander quoi que ce soit. Est-ce qu'elle vous a demandé quelque chose, Harry? Non, mais moi je lui demande. Non, mais c'est moi qui devrais avoir à lui demander des marchés, des trucs, avoir de bons contacts. Elle ne m'a jamais vu. Elle disait, voilà quelqu'un qui ne demande jamais rien. Alors, je ne sais pas si ou quoi elle s'était basée ou quoi moi ça. Elle a dit, il a besoin de rien, il ne demande jamais rien, et elle a dit, il ne faut pas que mon qui fait séparer manger. Et le truc a commencé à partir, et finalement, au fur et à mesure, bon, mais les faits font qu'on se croise. Et c'est vrai que là, moi, c'est là où j'ai été vraiment marqué. Et je vous dirais, c'est là, pour moi, quand on dit Lucette Michaud-Chevry, c'est pour ça que j'ai dit, pour moi, j'ai connu la patriote. Parce que depuis ce moment-là, j'ai vu évoluer quelqu'un, j'ai été surpris, mais vraiment surpris. Surtout quand j'avais un jugement politique. Moi, j'avais un jugement politique. Une femme qui, pour moi, était départementaliste à fond, un peu, etc. Bien que je reconnaissais qu'on sentait l'âme guadeloupéenne. Ça, je l'ai toujours reconnu, ça. Hein. Ça, par contre, mais non, cet épisode vous a marqué, Harry. Mais moi, vous savez à quel moment j'ai senti la chose? Quand on est entré dans le débat, on commençait à entrer dans le débat institutionnel. J'étais surpris parce qu'à un moment, il y a eu un déjeuner en préfecture, en région. Le patronat n'était pas très... Évidemment, le patronat n'était pas très d'accord avec le changement institutionnel, ça c'est clair. Et donc, on avait argumenté un certain nombre de choses, et surtout, on parlait beaucoup du fait qu'on n'aurait pas les avantages, on n'aurait pas les aides. Et je me souviens, j'ai senti face à une position où on disait que la Guadeloupe va perdre peut-être des aides, etc. J'ai eu le sentiment qu'à un moment, elle était entre deux chaises. C'est le sentiment que j'ai eu après cette réunion-là. Quand on parlait, c'est l'impression que j'ai eue. Et une fois que les choses se sont éclaircies, même avec Chirac, parce qu'il y a eu des évolutions, et Chirac même a dû dire un certain nombre de choses, et j'étais à l'époque à l'Élysée, il y avait eu un débat, et elle était informée. Mais ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que j'ai senti que cette femme-là a été capable de mettre son logiciel, elle a fait une mise à jour de son logiciel par rapport au fait qu'il y avait les intérêts de la Guadeloupe qui se présentaient autrement. Et ça m'a épaté. Alors on a quand même l'impression que c'était une femme qui n'avait peur de rien. Est-ce que c'était vrai?
Alors, Elle n'avait peur de rien. Je dirais que c'est une... Alors, moi, c'est pas comme ça que je dirais ça. Je dirais que c'est une femme qui était prête à aller sur tous les terrains du moment qu'il y avait un intérêt guadeloupéen là-dessus. Et c'est ça que j'ai découvert. Elle était prête à aller au bout, à aller sur des terrains nouveaux. Elle était prête à découvrir et à comprendre. D'ailleurs, il y a un moment, alors c'est peut-être pour ça aussi, parce que finalement, tout était allé dans le même sens, parce qu'il faut se rappeler qu'à un moment, de notre côté, politiquement, on commençait à entendre que Michel Chevry a pris un vin indépendantiste. Oui. Et c'était devenu compliqué, parce qu'à un moment, c'était ça qu'on entendait. On lui reprochait d'être devenu indépendantiste. Elle s'était beaucoup... Alors, parce qu'elle, finalement, elle commençait à écouter. Elle écoutait, et elle était ouverte au dialogue avec le milieu indépendantiste. Evita. Ah oui, effectivement. Et ensuite, Samuel. La question est importante parce que je pense que pour continuer ce que vient de dire Harry, en fait, on pouvait tout lui reprocher, sauf de ne pas être courageuse. Ça, c'est une chose qui est certaine, et c'est quelqu'un qui a toujours, même quand elle était dans un schéma départementaliste ou autre, n'a jamais eu peur d'affronter des autorités de l'État quand elle considérait que c'était qu'il fallait le faire dans l'intérêt du pays. Ça, Lucette Michaud-Chevry, d'ailleurs, j'ai entendu une fois Lurel le dire, sur Canal 10, je crois, je ne sais plus. Il a dit il faut lui reconnaître ça, qu'il y a des choses qui ne pourraient pas se passer si c'était Chevry qui était au pouvoir. J'ai d'ailleurs été étonnée que Lurel le dise, mais il a eu le courage de le dire. Et moi, je pense que, notamment, une des raisons pour lesquelles elle était aussi populaire à Basse-Terre, c'est que les gens d'une certaine génération n'ont pas oublié le combat qu'elle a mené, notamment, et je pense qu'on n'en a pas assez parlé, qu'on a mené notamment au moment de la soufrière. Il ne faut pas oublier que quand la soufrière éclate en 1976, c'est la désorganisation totale. Et c'est Lucette Michaud-Chevry, alors que le maire en place, qui était Robert Tamas, quitte précipitamment la ville de Saint-Claude le jour même de l'éruption. C'est Lucette Michaud-Chevry qui va réorganiser les liens des familles qui étaient complètement dispersées, qui se cherchaient, etc. Et c'est elle qui va se battre pour que, justement, on puisse retourner à Basse-Terre, vivre à Basse-Terre, alors que la mort de Basse-Terre était déjà programmée. Lucette Michaud-Chevry avec Tazieff, etc., le vulcanologue. Ça, c'est une chose que les anciens n'ont jamais oubliée. Et donc, on peut dire que si Basse-Terre est resté quand même le chef-lieu de la Guadeloupe, elle a joué un rôle fondamental. Donc, c'est cette capacité qu'elle a eue à des moments donnés, par rapport à une organisation déjà faite par l'État, elle s'est opposée. Et il y a une chose dont je voudrais aussi parler, parce que je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup en parler, mais c'est quand même symptomatique de son tempérament. Au moment justement parce que, il faut dire, parce que je pense que même si on la déteste, ce qui restera, d'ailleurs je le lui ai envoyé quand elle a quitté la politique, puisqu'elle a démissionné de son poste de la communauté, je lui ai mis un mot en lisant « L'histoire retiendra que tu as permis cette réforme qui est majeure, cette réforme constitutionnelle qui permet justement à la Guadeloupe et à la Martinique et à la Guyane d'ailleurs de pouvoir un jour changer de statut. » C'est fondamental. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas encore pris la mesure de ce. Elle n'a pas eu la reconnaissance qu'il fallait. Et je dis mais j'ai même entendu une intervention faite au Congrès
Je pense que Samuel a dû entendre ça aussi. On parlait de changement de statut. On n'a même pas nommé parmi les présidents de région. On a nommé Moustache. On n'a même pas nommé alors que c'est elle. C'est elle. Et je peux dire une chose. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir, même si on n'a pas toujours été d'accord politiquement, il faut savoir reconnaître ce que l'autre a fait. Et j'ai vu personnellement, et Marie-Luce les a maintenant, et ce serait bien qu'elle les publie, ces lettres de Girardin, la ministre à l'époque de l'Outre-mer, qui demande à Michaud Chevry, qui dit voilà ce que nous prévoyons pour la rédaction du texte, qu'en pensez-vous? Et Chevry répond non, ça me convient, oui, ça me convient. Et c'est pour vous dire comment un élu de la Guadeloupe était dans le non même des décisions politiques par rapport à son pays. Et ça, il faut le dire. Et une chose, je vais raconter une scène que j'ai personnellement vécue et qui démontre ce courage qu'elle avait, cette autorité aussi qu'elle avait. C'est que je vais la voir pour, je ne sais plus pour quelle raison, elle est dans sa chambre, elle me fait rentrer dans sa chambre, elle est au téléphone. Donc, je suis assise, je lis tout, je vois qu'elle est au téléphone, j'écoute pas vraiment ce qu'elle dit. Je regarde, j'ai un bouquin, je sais plus. Et à un moment donné, le ton monte. Et j'entends référendum, et j'entends, il n'est pas question de faire passer par la loi. Et le ton monte de plus en plus, et elle raccroche sur son interlocuteur. Et à un moment donné, je suis là, et subitement, je me dis, mais on dirait qu'elle a appelé son interlocuteur Jacques. Et je lui dis en rigolant, Tati, à part avec Jacques Chirac, il est là. Et elle est obligée de rire, alors qu'elle était fâchée. Et elle m'explique, il veut faire passer la réforme. Il veut faire passer la collectivité unique par la loi. Et moi, je ne veux pas. Je veux que ce soit les Guadeloupéens qui prennent ces décisions parce qu'à cette époque, elle pensait que les Guadeloupéens étaient à un certain niveau. Voilà, pour comprendre. Eh bien, vous allez rire, ou même sourire. En ma présence, et je l'ai vécu, il n'y a pas eu plus de 5 minutes écoulées. Le téléphone a nouveau sonné. Jacques Chirac a appelé. Et après, bon, ils ont discuté, etc. Le ton était beaucoup plus calme. C'est pour dire que justement, elle était capable de faire ça. Elle était capable de raccrocher au nez d'un président de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons un élu capable de faire cela? Je ne sais pas. Il faudrait demander aux neveux et nièces s'ils raccrochent au nez de Macron. On fait un petit peu de langue de bois ce soir? On dit non, pas les choses? Mais je veux dire par là, c'était peut-être aussi une dernière génération de politique. Je n'en sais rien. Est-ce que Lucette Michaud-Chevry, et je vous pose cette question à tous, et puis Samuel va aussi réagir, est-ce qu'on peut dire que Lucette Michaud-Chevry, c'était le dernier rempart de la Guadeloupe? Alors, j'ai envie de dire qu'en matière de génération de personnes... La question est pertinente, mais vas-y, ça vient. Non, vas-y. Dernier, est-ce qu'on peut dire que c'était le dernier rempart? C'est-à-dire elle était, en fait, l'image. D'ailleurs, j'ai une amie qui m'a dit quelque chose qui vraiment m'a troublée parce que je n'y avais pas vraiment pensé. C'est vrai qu'on a reproché à Lucette Michaud-Chevry de ne pas être une vraie féministe dans la mesure où elle n'était pas une militante féministe. Et cette amie me disait, mais elle a fait beaucoup mieux que d'être une militante féministe. Parce que cette amie me dit, si aujourd'hui je raisonne fort, je peux parler, je peux m'imposer mes idées. On me demande d'ailleurs de les exposer. C'est grâce à Lucette Michaud-Chevry. Parce que justement, elle m'a appris une chose, qu'en fait, qu'on peut être femme, et si on a la volonté, tout obtenir. Et c'est vrai qu'elle avait cette image-là, justement, de la femme qui peut être leader
et qui peut avoir des hommes à côté d'elle qui acceptent son leadership, parce qu'elle avait fait basculer, qu'on le veuille ou non, cette vision de la femme, ça c'est une réalité, qui ont accepté d'être un peu dans l'ombre. Tout à l'heure, ça a été dit, un peu dans l'ombre. Et c'est vrai que ça a boosté beaucoup de femmes dans ce désir d'exister. Alors, le dernier rempart. Question difficile, parce qu'on ne peut pas dire, ça voudrait dire qu'il y ait de la désespérance. Ça veut dire qu'après elle, il n'y ait plus personne. Et moi je suis un être d'espoir. Mais je dis que on l'a toujours vu, les Guadeloupéens l'ont toujours vu, d'accord, la femme, leader, mais en même temps, ils lui reconnaissaient une forme de virilité. C'était ce mélange-là qui était curieux. D'ailleurs, elle-même s'amusait de ça, puisque une de ces blagues qu'on m'a rappelé il y a pas longtemps et que Samuel doit connaître, un jour dans une réunion, elle dit, parce qu'elle était très comédienne aussi, elle aimait bien plaisanter, elle aimait bien rire et tout, elle dit, ouais, mais vous savez, je suis bien fatiguée parce que, ni le cancer, tous les gens prennent un ton, un air, ah bon, présidente, mais oui, ils ont pas ça, alors ni le cancer, mais non, présidente. Mais oui, on dit le cancer de la prostate. On dit le cancer de la prostate, ils n'ont pas ça, alors on dit le cancer. Absolument. Donc elle-même jouait avec ça. Et c'est vrai que voilà, c'était un personnage, en tout cas, hors de la norme, puisqu'elle avait ce côté féminin maternel, qui fait que les gens se disaient, bon, Chevry va régler ça, ça peut pas passer comme ça, un préfet insolent. On dit, j'entendais tout le temps ça. Il dit, préfet là, ça, il peut t'as dit. Il est dans l'avion, hein, Samuel? Absolument. Il est dans l'avion de 3-4 jours, et en même temps, elle avait ce côté où les gens disaient, mais c'est le seul politique qui a des attributs, etc. Donc c'était, voilà, peut-on la définir uniquement comme une femme? Enfin, aux yeux des Guadeloupéens, c'est clair que c'est pas simple. Dernier rempart, par contre, c'est vrai qu'elle était un rempart. Dernier, ça voudrait dire que on ne voit plus de futur, et là je suis optimiste quand même. Samuel. Je dirais comme Evita, il ne faut pas injuger l'avenir. Hein? On ne sait jamais, mais c'est vrai que ce genre de personnage, d'ailleurs elle nous disait que lorsqu'elle sortait de l'école, elle se cachait, elle allait au tribunal pour écouter les plaidoiries de Gertier Archimède. Et elle s'est beaucoup imprégnée de cette personnalité-là. Et à l'époque, il y avait des Gertier Archimède. Je pense que c'est la même texture que Valentino et que des gens comme Girard. Il y avait une catégorie de Bernier. Il y avait une catégorie à l'époque de politique qui était fort, comme ça. Et je ne sais même pas si l'époque aujourd'hui le permet. C'est peut-être une question d'époque. Hein. Vous êtes nostalgique? Je ne sais pas. Pour ma part, je suis nostalgique. Puisque j'ai évolué à côté de quelqu'un qui a fait toute ma fierté. Vous savez, je me souviens une fois, nous étions allés. Ce qui est formidable avec Lucette, c'est sa multitude de visages. C'est ça. Femme capable. Je dis, bon, présidente, après un cyclone, une tempête, il y a des pêcheurs de l'Oasis qui ont perdu les moteurs de leur bateau et tout ça. Elle va à l'Oasis, qu'elle arrive, et les pêcheurs sont étonnés. Lucette qui arrive à l'Oasis, avec sa toilette pimpante comme d'habitude, parce que c'est une femme qui était élégante. Coquette. Ça nous coquette, élégante, jusqu'au bout des ongles. Vous y avez contribué? un petit peu, c'est vrai que parfois les bijoux pour les bijoux et tout ça, c'est vrai. C'est vrai, les bijoux. Voilà. Elle aimait les grains d'or, elle aimait les bijoux pays. Et c'est vrai que j'arrive avec elle à Louis-Cisque, et puis les pêcheurs sont... Parce que lorsque Lucette rentrait, elle en imposait. Donc forcément, on sentait que c'est une force qui arrivait quelque part. C'est un personnage. Il y a des gens qui n'arrivaient pas à la regarder dans les yeux. C'est une femme, elle vous brûlait les yeux. Donc elle arrive, et les pêcheurs qui vont rapidement chercher des verres, qui mettent une tablette, elle leur dit, mais non. Elle s'assied à même le sol avec eux. Elle leur dit, bon, mon gobelet, elle prend un peu de Fanta. C'était ça, Lucette. Mais dans le même temps, je vais avec elle pour l'une des plus grandes réunions que Chirac a organisées à Toulouse pour le lancement de sa campagne, où il y avait des majors, des gens comme Barnier qui était à l'époque commissaire du gouvernement, il y avait Dominique de Villepin qui était secrétaire général à l'époque de l'Élysée, Nicolas Sarkozy, François Barouin, tous les cadors de l'UMP. Et Lucette qui est là,
Donc je suis au premier rang comme ça, j'arrive avec elle, et en tailleur, je me souviens, elle était vêtue avec d'un tailleur marron très classe, et elle prend la parole devant 10 000 personnes, sans aucun support. Ça dure près d'une 40aine de minutes. Et c'est Christine Ockrent qui est modératrice. Et à un moment, il y a Christine Ockrent qui dérape, et elle, je peux vous dire, elle se prend une bonne gifle verbale. Et je me souviens qu'après, à la fin, lorsque Jacques Chirac qui parle en dernier, toute la presse est partie après Jacques Chirac et Lucette Michaux-Chevry. Il y avait Brigitte Girardin à côté, on l'avait complètement oublié, on l'avait occulté. Cette femme-là c'est là qu'on voit que sur le plan national, son poids, elle avait dépassé nos frontières. Et il faut pas oublier que Lucette Michaux-Chevry signait pour la France, à Carthagène, en Colombie, pour tout ce qui est AEC, l'Association des États de la Caraïbe. Pour Interreg, c'est elle qui gérait, pour la Martinique, la Guyane, Saint-Martin. C'est quelqu'un qui signait au nom de la France. Parce que lorsqu'elle était secrétaire d'État aux affaires, je crois que c'est pas quand elle était à la francophonie, lorsqu'elle était à l'humanitaire. À l'humanitaire, c'est quelqu'un qui pesait elle représentait Jacques Chirac dans les États de la Caraïbe. On n'a jamais revu ça. Donc c'est quelqu'un qui avait un droit de signature. Et je la voyais avec Jacques Chirac. On s'est rencontrés dans des réunions. Elle m'a emmené à l'Élysée. Je l'ai vue avec Jacques Chirac. Elle n'avait pas de gêne. On sentait qu'elle échangeait avec le président d'égal à égal. Il n'y avait pas Michaux-Chevry et Jacques Chirac. Il y avait deux politiques qui étaient en face, qui se regardaient, qui échangeaient sur des propos. Et Jacques Chirac, parfois, opinait du chef. Moi, je me souviens une fois aussi, je l'ai vu avec Balladur. Balladur était impressionné par Lucette Michaux-Chevry, il faut le savoir. Donc, quand vous avez des personnages comme ça, forcément, ça force le respect. Ça force le respect, tout simplement. Alors, lorsqu'on regarde, puisqu'on parle d'elle et que les choses soient dites, lorsqu'on regarde ces affaires qui ont marqué sa vie, notamment vers la fin de sa vie, est-ce qu'on peut dire qu'elle a eu du mal à gérer tout cela? Est-ce qu'on peut dire qu'elle a été détruite par ces affaires? Je me permets une petite réponse. Vas-y. J'ai envie de dire heureusement pour les détracteurs de Lucette Michaux-Chevry qui avait cette partie-là. Heureusement pour eux. Parce que c'est la seule chose qui pouvait faire parler. Est-ce que ça a touché? C'est quelqu'un qui traversait, elle savait, elle traversait d'ailleurs. Je pense qu'à aucun moment, les gens seront peut-être frustrés, mais l'affaire n'était pas terminée, l'affaire était encore pendante devant les tribunaux, donc on ne savait pas comment ça pouvait se terminer. Donc personne ne peut, pour s'agir de ce qui pouvait arriver. Mais en tous les cas, est-ce qu'on peut dire que ça l'avait quand même marqué, que ça l'avait brisé? C'est pas... Lucette avait, c'est-à-dire... je pense que cette partie-là, elle avait, parce qu'on en a parlé énormément, on en a discuté, je pense qu'elle avait ses réponses. Malheureusement, elle n'a pas eu le temps, encore une fois, de se faire entendre. Mais j'ai envie de dire que c'est presque, lorsqu'on regarde, moi quand j'ai entendu des choses à la mort de Lucette Michaux-Chevry, j'ai un peu cherché dans les archives nationales et je n'ai jamais vu parler ni de l'affaire Youba de Mitterrand, ni de François de Gossouf, ni de la condamnation de Jacques Chirac et tout ça. Il y avait un respect, les Français avaient un respect pour des personnages de ce niveau-là. Nous, on a baigné dans la fange, on était là et on voulait en parler. Mais c'est pas ce que je retiendrai. J'ai envie de vous dire, même l'autre jour au funérailles, lorsque l'archevêque disait que dans la vie, on fait tous des erreurs, mais c'est vraiment pas cette partie-là que je retiendrai de Lucette Michaux-Chevry, parce que c'est quelqu'un qui a d'abord... j'ai essayé, Lise, hein, je peux vous dire, j'ai fait un petit exercice de prendre quelques points sur lesquels elle avait travaillé. Ça m'a pris quand même un petit moment. Si j'ai le temps tout à l'heure, je le dirai. Mais ce soir, je me suis permis, je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je suis venu avec ce qui devrait être la Bible de tous les Guadeloupéens qui se lancent en politique, qui briguent des suffrages. C'est ce fameux projet guadeloupéen. Et voyez ce livre-là, tout y est. Il n'y a rien qu'on puisse inventer qui ne soit pas dans ce livre-là. Que ce soit sur le plan de l'économie, sur le plan de la culture, sur le plan du numérique, parce que n'oubliez pas que le numérique, tout ce qu'il y a au débit aujourd'hui, c'est Lucette Michaux-Chevry.
tout ce qui est lycée aujourd'hui, ce qu'elle a trouvé et qu'elle a continué entre le port, d'ailleurs, je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi l'aéroport ne porte pas le nom de Lucette Michaud-Chevry, puisque c'est quand même sous ses mandatures, elle a financé. Il y avait un projet intéressant entre l'aéroport, le port, l'aéroport, le WTC et Dotéma. C'était tout un développement. Ce qu'on voyait à Dotéma aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait après que Lucette soit partie, si vous voulez. Mais c'est pas ce qu'elle avait prévu pour la zone. Elle avait, ça s'appelait le CECA. Elle avait de grandes ambitions pour la Guadeloupe. Et dans ce livre-là, vous allez tout trouver. Parce que c'est un livre, la déclaration de Basse-Terre. Vous allez trouver des points. Les responsables d'ateliers ont travaillé sur tout ce qui est destruction de l'initiative locale, sur tout ce qui est affaiblissement des filières productives, sur le taux de chômage qui était croissant, sur la déstabilisation financière des collectivités, sur l'inadéquation. Jusqu'à aujourd'hui, il y a une inadéquation du dispositif social et fiscal qui pénalise les entreprises. Mais tout ça y est. Il y avait déjà des solutions, il y a des gens qui avaient travaillé, des gens comme Jean-Joachim Mounier, il y a plein de Guadeloupéens, même Luc Renet, voilà, Christophe Wachter était le rédacteur de ce document, parce que c'est lui qui était le secrétaire des ateliers, ça a donné cela. Christophe Wachter, qui aujourd'hui est secrétaire des MPI, donc il a travaillé, d'ailleurs il devait être ici ce soir, il a été empêché, mais en tous les cas, voilà un document, c'est une sorte de Bible pour nous, parce que ça a pris du temps. Il y a eu beaucoup d'ateliers dans tous les domaines, l'agriculture, la pêche, l'économie, surtout. Et ce livre-là, méconnu des Guadeloupéens, j'insiste pourquoi, Madame Boissé, je dis tout simplement qu'on n'a pas eu le temps. Le problème du oui en 2003, c'est parce qu'on est venu expliquer une problématique dans un contexte électoral. Il fallait sortir les Guadeloupéens. Si les Guadeloupéens avaient reçu ce message-là hors période électorale, je pense qu'ils auraient été plus réceptifs. Parce que c'était quelque chose de très sérieux. Et comme Evita vous dit, il aurait suffi de faire passer par la loi, eh bien, on aurait été dans une autre situation statutaire, même pas institutionnelle, statutaire. Elle ne l'a pas voulu parce qu'elle a fait confiance à son peuple. Elle ne voulait pas imposer. Le peuple l'a trahi. Je ne dis pas. Non, il a été trompé. Le peuple a eu peur. Il a été effrayé. Oui, il a été trompé. Il a été trompé. Voilà. Il faut dire donc, la vérité. Le peuple, parce que lorsqu'une personne se permet d'inscrire, dans la Constitution française l'appartenance du département d'Outre-mer à la France, et dans le même temps, cette personne-là vous dit, voyons voir si on va avoir d'autres compétences qui sont les nôtres pour aller plus loin, les personnes commençaient à comprendre ça. Mais après, forcément, il y a des gens qui ont agi sous la peur, et ça a donné ce que ça a donné. Mais je vais vous laisser un exemplaire. Merci Samuel. Merci Samuel. Alors, Harry et puis Evita, qui voulait rajouter aussi. Ah oui, sur les affaires, je voulais répondre. Alors, alors dans tout ce qu'on a dit, il y a quand même un point sous lequel je reconnais que là aussi, j'ai été un peu surpris. On a dit tout à l'heure que, comme si, les faits ont fait que, Lucette Michaud-Chevry, je dis, occupait tout le terrain. Et c'était comme ça, il n'y a pas le choix, etc. Vous savez, à l'époque du débat institutionnel, beaucoup de gens ont dit qu'elle était pour le oui pour être la première présidente de collectivité. Donc, c'était pour sa carrière, elle était pour le oui. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que dans cette période-là, j'ai été quand même très impliqué dans cette affaire-là, parce que c'est comme ça, et c'est vrai que vu que j'étais bien positionné dans le patronat et tout ça, donc ce qui fait que j'étais vraiment dans l'actualité. Et j'ai eu la chance de participer à la réunion avec Jacques Chirac sur ce problème-là. C'est moi qui l'ai soulevé. Réellement, le débat vraiment de où on va, où la France veut aller avec les dômes. Bon. Mais ce que je trouve très injuste, par contre, avant ce vote, cette dame-là avait lancé vraiment une recherche sérieuse. C'est l'impression qu'elle m'a donnée. Elle cherchait un dirigeant pour la Guadeloupe. C'est l'impression qu'elle m'a donnée.
Parce que, je dis ça parce que j'ai eu énormément de contacts à ce moment-là avec elle, et elle a beaucoup insisté. Elle cherchait un dirigeant, elle avait une idée en tête. Elle avait une idée en tête. Enfin, elle cherchait un dirigeant et je pense qu'elle avait une idée. Enfin, qui parmi les gens qu'elle côtoyait, je suppose que... Mais en tout cas, je sais une chose, avant ces élections, j'ai eu plusieurs contacts avec elle et je me souviens même à un moment, elle m'avait reproché ça. Elle m'a dit, je sais quels sont les risques que vous avez pris pour votre pays et en même temps, vous dites que vous n'êtes pas d'accord du tout à prendre une direction quelconque dans ce pays-là. Je lui dis, c'est pas la même chose. Entre j'étais prêt à me battre jusqu'à la mort pour le pays dans un contexte, mais par contre dans un contexte départemental. Comme c'est là, ça ne m'intéresse pas. Je dis, moi, je n'ai pas envie de redistribuer des subsides. Et c'est vrai que c'était ma conception. Je dis, je ne veux pas redistribuer des subsides. Ça ne m'intéresse pas. Pour moi, s'il faut travailler pour mettre en place la Guadeloupe et le mettre en sous-rail, oui, je suis prêt à m'y aller. Mais si c'est pour venir faire de la redistribution et la France décide tout, et machin, c'est pour rester dans le même système, ça ne m'intéressait pas. Mais on a eu beaucoup de débats là-dessus. Et elle a eu même l'occasion une fois de rencontrer ma mère par pur hasard. Et quand ma mère dit cela, elle est repartie dessus. Mais il faudrait pousser le fils à faire. Bon. Donc, ce n'était pas quelqu'un, et ça, je trouve que c'est très injuste de dire ça. Et ça, c'est vraiment, ça, je l'ai vraiment vécu directement pour le comprendre. Ce n'était pas quelqu'un qui, à ce moment-là, était en train de se dire, on va changer pour que je dirige quoi que ce soit, je prenne une position. Ça, je dis, et c'est vrai que ça m'embête de dire ça aujourd'hui carrément, parce que je pensais depuis longtemps qu'il fallait rendre à César ce qui appartient à César. Ce n'était pas son objectif. Et je redirai une chose, ça, par contre, elle a dit une fois, j'étais là, parce qu'elle l'a dit avant les élections, elle savait que cette élection-là allait lui coûter, lui être fatale. Elle le savait. Et c'est bizarre, hein? Je veux dire, je retiens toujours deux personnes à chaque fois que je pense à ça. C'est elle et José Toribio m'a fait la même remarque. Il m'a dit, moi, je sais que si on change de statut, je suis mort. Lui, José avait une autre raison. Il dit, moi, je suis individualiste. Moi, après, c'est réélection proportionnelle, on a une bonne chance. Bon. Elle savait qu'on lui reprocherait d'avoir voulu faire changer. Parce que ce débat-là, on ne va pas le reprendre ici. Mais elle a compris, elle savait. Elle n'a pas été, elle a senti, elle a senti les choses venir. Mais moi, par contre, ce que j'ai bien retenu et ce que je retiens de cette période-là, c'est que cette femme-là, à ce moment de l'histoire, avant, je ne parlais pas avant, mais là, j'ai vu en action, j'ai vu, à ce moment de l'histoire, elle était convaincue que pour l'intérêt de la Guadeloupe, il fallait changer ça. Et elle était convaincue, et là, elle était prête à tout sacrifier à titre personnel, mais elle a défendu. Une fois qu'elle a hésité un moment, mais une fois qu'elle en a été convaincue, qu'elle a vu la porte s'ouvrir là-dessus, elle y était prête. Et sans chercher à diriger. Merci, Harry. Nous avons un appel de téléspectateurs et je reviendrai avec Evita qui va nous parler, bien sûr, de ces affaires-là et de sa manière d'avoir reçu ces affaires et est-ce que ce n'est pas ce qui a fait que, elle a peut-être eu des soucis de santé. Nous verrons tout à l'heure avec Evita et nous prenons un premier appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Bonsoir. Et nous avons un problème au niveau du téléspectateur. On va faire un petit point et en attendant, Evita. Alors, tout d'abord, juste pour parler de la déclaration de Bastère, je pense que ça a été quand même une grande déception. Ça a été une grande déception pour elle et surtout quand elle s'est rendue compte que la Martinique, d'ailleurs, tout le monde le dit, il leur a manqué les pros, oui, il leur a manqué 8 jours pour que ça bascule. Et là, c'est douloureux de se dire, voilà, je suis à l'initiative. Parce que entre nous, quand on regarde, je me suis amusée à regarder un peu la déclaration de Bastère sur Internet, sur Google, on parle de M. Karam, on parle du président de la Martinique, M. Marie-Jeanne, et
on dit et Lucette Michaud-Chevry. Alors, il faut avoir l'honnêteté de dire, et eux-mêmes ne le contestent pas, que ça vient d'elle. D'ailleurs, ça s'appelle la déclaration de Basse-Terre. Et elle a été départementaliste à un moment donné, puis elle s'est rendue compte, comme tous ceux qui savent analyser, qu'on était arrivé au bout de la départementalisation et il fallait changer. Et ça a été une grande déception parce que justement, je pense que c'était d'autant plus douloureux qu'il y avait la possibilité de passer par la loi. Donc la loi, ça serait imposé. Et elle a préféré passer parce qu'elle avait une confiance terrible dans le peuple guadeloupéen qui malheureusement a été facilement manipulé parce que quand on réfléchit avec le recul, on se dit comment quelqu'un peut penser que c'était l'indépendance, parce que c'est ça. Les gens, on leur a dit, vous êtes en train de voter pour l'indépendance. Et je me dis, comment quelqu'un peut penser que c'est l'indépendance, alors que pour supprimer le Conseil général, il faut avoir son avis. Supprimer le Conseil général, il faut avoir son avis, mais pour l'indépendance, il ne faudrait pas avoir d'avis. Donc, il suffirait de supprimer le Conseil général pour avoir l'indépendance. Et on se demande comment le peuple a pu être aussi facilement manipulable, mais je pense que c'est une des grande déception de sa vie parce qu'elle a, et je suis d'accord avec Harry, là elle était vraiment convaincue, elle n'était plus en stratégie, elle était convaincue que son pays avait besoin de ça. Je reviendrai avec vous tout à l'heure, puisque nous avons ce téléspectateur en ligne. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Allez-y. Allô? Oui. Allez-y, nous vous écoutons. C'est bon. Non, il y a un problème de son. Elle écoute une radio. Alors, jusqu'à maintenant, nous avons un problème. Il faudrait vraiment faire le point avec les téléspectateurs et pour que nous puissions poursuivre. Alors, c'est vrai qu'il y a une question très intéressante qui vient d'être posée, que vous avez posée, savoir est-ce que, même si elle avait beaucoup de courage, de force, d'autorité, est-ce que les affaires ne l'ont pas miné? Parce que tout le monde sait que le cancer est souvent lié quand même au stress. Nous sommes d'accord. Surtout que jusque-là, elle savait que c'était la règle du jeu. Je l'ai toujours entendu dire qu'un jour ou l'autre, on va la frapper judiciairement pour l'affaiblir. Donc, elle savait que c'était la règle du jeu. Mais, comment dirais-je, la condamnation qu'elle a eue pour considérant qu'elle aurait pollué ou laissé polluer l'eau par le chlordécone, elle disait c'est incroyable quand même qu'un État qui pendant plus de 20 ans a empoisonné froidement le territoire de la Guadeloupe et les Guadeloupéens, qui a déclaré le chlordécone comme poison et qui, malgré ça, malgré ses 20 ans de recul par rapport aux Américains, a déclaré enfin le chlordécone comme interdit, pesticide comme interdit, et qui, malgré ça, encore plus froidement, bien que le produit soit interdit, a fait des dérogations et par un ministre de droite et par un ministre de gauche et a permis pour écouler le stock qu'on continue malgré l'interdiction. Et elle disait c'est quand même incroyable qu'il y a une plainte depuis 2006 qui n'entraînera pour le moment, on a même entendu parler d'une éventuelle prescription, c'est-à-dire que personne n'a été condamné. On a vu des béquets dire, dans ces messieurs de la Martinique, dire oui c'est vrai, c'est moi qui ai demandé une dérogation et je ne vois pas le problème. Et puis la seule personne condamnée serait, pour le chlordécone, serait un élu de la Guadeloupe parce qu'elle n'aurait pas suivi un certain nombre d'instructions qui étaient faites par l'ARS et qu'elle ignorait. Elle disait, mais c'est incroyable. Et ça, je pense que c'est une injustice. Elle avait là un sentiment d'une injustice sans limite. Et elle disait, l'histoire, et elle disait cela, l'histoire, dans quelques années, quand on reverra la question, on dira que ce n'est pas possible que ce soit justement un élu de la Guadeloupe qui soit condamné pour le chlordécone et que pendant des années, des gens se sont enrichis avec la complicité de l'État. Que ce sont des gens qui lui en voulaient? Quoi?
par rapport à ces affaires? Est-ce qu'on peut je ne sais dire pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ça restera une énigme, qu'on la poursuivait pour le chlordécone. Ça a un côté provocation. Et je pense que les Guadeloupéens avaient conscience de ça. C'est pour ça qu'ils n'ont pas tellement... On n'a pas tellement... sauf, bon, évidemment, il y a toujours des gens qui obéissent à l'État, qui sont soumis et qui sont d'accord avec tout ce que l'État peut décider. Mais beaucoup de Guadeloupéens disent... Là, c'est un peu gros. Pour nous, c'était de la provocation. Mais par contre, c'est vrai, on ne peut pas l'impact inconscient des affaires comme ça, des attaques permanentes. Je pense que ça a dû jouer quand même sur son état de santé. Et quand je l'ai vue, avant qu'elle ne soit opérée, quand je l'ai vue, elle parlait beaucoup du procès à venir. Et elle disait, ça y est, j'ai trouvé telle pièce. Voilà, il y aura cette pièce-là. Elle passait son temps, elle avait quand même 91 ans. Elle passait son temps à rechercher les pièces, à les analyser et à les préparer pour son procès, pour son avocat. Donc, elle était quand même... D'ailleurs, elle voulait se présenter. Contrairement à ce que j'ai pu entendre, elle voulait se présenter parce qu'elle voulait faire face à ses juges et répondre aux accusations. Et ce qu'elle n'a pas pu faire, malheureusement. Nous avons un autre appel, alors j'espère que ça sera un appel que nous pourrons récupérer et qui passera pour le mieux. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, tu as écouté intervention en slide. Bonsoir tout le monde. En slide expliqué, surtout en slide, qui a expliqué, parce qu'il y a des jeunes qui ont écouté les autres, en slide expliqué pourquoi la départementalisation arrivait à bout actuellement en 2020. Il est déjà à bout. Et pourquoi là il arrivait à bout que nous ne pouvons pas côté la départementalisation et ni on bitait qu'elle a remarqué parce qu'elle n'a pas qu'à elle n'a pas parlé dans le vide parce qu'elle n'a pas et ni on bitait qu'elle a remarqué ni on le jeune qui pas connaître l'histoire de la Guadeloupe après mai 67 bon nous dit mai 67 mais de mai 67 aux années jusqu'à 98, c'est-à-dire 82, 86, prise de position à Michaud Chevry par rapport au mouvement indépendantiste et discours que ce Bouga qui tenait et les deux clans qui étaient capables de lutte armée et il y a d'autres clans qui étaient capables de est-ce que nous pénit l'indépendance par un projet guadeloupéen, par le dialogue. Donc, et prise de position à Michaud Chevry, et d'après moi, la région Potoko, là, il faut tout mettre la région en place, et nous, qui est fondamental. Tout ça devait à cela d'expliquer ça, parce que fibre indépendante, c'est ça qui peut expliquer ça mieux. Et il faut dire que la région, ainsi que le département, il n'y a pas tellement d'avis à Guadeloupéen, ils ont instauré ça après la colonisation, après qu'il y ait une statut de colonie, et après le département vient imposer à nous. Et c'est par la loi qu'ils ont passé directement. Donc, expliquer la jeunesse, pourquoi aujourd'hui nous, en bout à la départementalisation, il y avait un slide qui expliquait ça. Merci, monsieur. Merci. Ariane Slade. Ah oui, là, c'est une tâche lourde. Expliquer pourquoi la départementalisation est arrivée au bout, mais je sais même pas comment expliquer. Pour moi, c'est une évidence. Vous savez, est-ce que la départementalisation était la meilleure des choses? Si nous parlons en termes de confort ou d'aide, d'infrastructure, effectivement, la départementalisation, ça a permis de mettre des budgets en place et de faire l'assainissement de Pointe-à-Pitre, par exemple, faire l'assainissement de Pointe-à-Pitre, de construire un certain nombre de logements, etc. Sur ce terrain-là, effectivement, ça a apporté un confort, ça a apporté une meilleure qualité de vie. Bon. Par contre, à mon avis, la départementalisation a détruit ce que j'appelle le tissu guadeloupéen.
Vous savez, pour moi, il faut bien savoir ce qu'on appelle un peuple. Quand on parle d'un peuple, il y a un minimum de cohésion dans un peuple. Il y a un objectif, il y a un travail commun, mais il y a aussi des prises de décision. Aujourd'hui, alors, quand on dit que la départementalisation arrive au bout, en réalité, je dirais même, la départementalisation arrive au bout avec un échec total. Parce que, un échec total, pour moi, parce que ça a apporté de la qualité de vie, du confort, mais ça n'a pas donné un pays structuré et en force, en capacité de se développer et d'avancer. Aujourd'hui, c'est dramatique. Et c'est là où je pense qu'en 2003, c'était important de ne pas rater ce virage-là. Et c'est vrai que je pense, il parlait de 86, et je l'ai dit au début, je ne sais pas s'il avait entendu au début, avec les problèmes techniques qu'il y avait, mais je disais effectivement, il y a une époque où on parlait de Lucette, il a parlé des 86, il y a un moment où elle pensait qu'elle était départementaliste, parce que on parlait d'un problème de sortir de la misère, de sortir des difficultés matérielles. Et c'était ça qui primait. Aimé Césaire a été départementaliste. Hein. Alors donc, nous avons notre appel. Mais, par contre, et là, c'est intéressant, c'est qu'elle a pu, dans les années, à partir de 95-96, elle a changé de logiciel. Elle a commencé à intégrer la notion. Et ce qui est... Après avoir réglé un certain nombre de problèmes de qualité de vie, on a un minimum de choses. On a un minimum de choses pour pouvoir vivre décemment et pouvoir réfléchir. Mais à ce moment-là, on se pose vraiment la question, mais faudrait-il pas commencer à pouvoir maîtriser ce pays-là, l'organiser, le développer à notre manière? Nous avons un autre appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Allô? Oui. Allez-y, monsieur. Allô? Oui, allez-y. Oui, bonsoir. Alain Ascari, j'appelle de Bimaro. Juste pour réagir, si camarade là qui parlait des affaires départementalisation, n'ont pas jamais dit départementalisation. Il faudrait que les jeunes savent, la Guadeloupe n'a jamais eu la départementalisation. Et ça a coûté très cher à Valentino, puisque lorsque Félix Gouin a demandé effectivement de faire des propositions, Valentino et Madame Eboué n'ont pas compris comment ce jeune député à l'époque a pu donner 3 ou 4 lignes pour mettre dans la Constitution. Et donc, c'est la raison pour laquelle Mme Eboué ni Valentino n'ont pas signé la départementalisation. On nous l'a donné par force. Alors maintenant, ça, il faut que le jeune le sache. Et effectivement, il y a eu ce genre de démagogie, effectivement, par rapport à, effectivement, le truc de Bastère, l'appel de Bastère, c'est vrai. En cas penser que nous avons vraiment, on chance énorme pour permettre de repartir de bonne base au niveau de la Guadeloupe. Mais ça, quand on le dit, c'est que la Guadeloupe n'a jamais signé la départementalisation. Il n'y a pas la Guadeloupe départementalisation forcée. Et c'est la raison pour laquelle je crois que l'idée à Bastère, aussi bien accompagné de Guyane, accompagné de Martinique, c'est une chance énorme que nous avons, parce qu'effectivement, comme disait Samuel, au lieu de faire une campagne correcte, ils ont mélangé avec la politique. Et là, on dit au monde que l'orgue pour l'indépendance, ou béni la CAF, ou béni ailleurs, ou béni retraite. Bien évidemment, les gens qui ne connaissent rien de la départementalisation, rien effectivement de la libération, eh bien, ils ont calbardé ça. Et l'erreur qu'a fait Lucette, c'est qu'elle aurait dû laisser effectivement, comment dirais-je, passer cette affaire-là au niveau de la loi. Ça, comme ça, on aurait réussi. Mais cela dit, comme on dit, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout gagner. Malheureusement, c'est une femme qui restera dans les annales. Merci. Je vais faire juste rapidement un commentaire. Je ne suis pas sûr que je suis d'accord avec lui. Si on avait essayé de passer ça par la loi, ça aurait pu être extrêmement dangereux ici. Parce que je pense que le débat statutaire ici n'est pas un débat de caprice. Hein. Je pense qu'il est profond. Il est vraiment profond. Et à mon avis, la population, Lucette connaît bien la Guadeloupe. Hein, et je pense que ça, par contre, elle a eu raison de s'y opposer totalement. Parce qu'à mon avis, ça aurait été une erreur grave et elle aurait porté une lourde responsabilité à laisser faire et à accompagner ça. Ça aurait été très, très dangereux et très mauvais pour la suite. Parce que c'est quelque chose qu'on lui aurait beaucoup, beaucoup reproché. Parce que je ne suis pas sûr du tout. Et je reviendrai, enfin, c'est un parallèle qu'on pourrait faire, mais il ne faut pas oublier le vote européen en France. On reproche
beaucoup au fait qu'après, on ait voulu faire le passer discrètement en votant des lois après. Alors maintenant, je comprends hein, ce que tu dis, Harry, mais en fait, incontestablement, on a trompé le peuple. On lui a dit c'est l'indépendance, il n'y aura plus de plaques d'immatriculation. Les médicaments même, j'ai des amis qui avaient le cancer et ils m'ont dit Evita, je viens d'entendre certains leaders devant le Crédit Agricole à Basse-Terre dire même vos médicaments, on ne sait pas s'ils seront remboursés. Donc c'est vrai qu'on a créé. On a créé, oui, non, mais c'est vrai. On a créé la peur. Oui, c'est vrai. Et il y avait aussi, il faut le dire, les médias qui disaient passaient toute la journée des images de gens qui disaient moi-même, bah, comprenez rien, c'est shut up. Tandis qu'en Martinique, parce que j'étais là, j'ai assisté à des débats en Martinique, incontestablement, les débats étaient intéressants parce qu'il y avait des gens de tous bords, associations et autres qui débattaient. C'est pour ça d'ailleurs, alors que la classe béquée quand même est très puissante en Martinique, ça a failli passer. Donc, ce que je veux dire, Lucette, là, moi je ne sais pas si en passant par la loi, au début, oui, mais est-ce que ça aurait eu un impact au point que les gens descendent dans la rue? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Ils l'auraient accepté parce qu'ils auraient vu. Ben, en fait, c'est pas si dramatique que ça. Parce que la question qui se pose, c'est que si... une seconde, Harry, je te laisse la parole. La question qui se pose, si c'était passé en Martinique tout de suite, les gens auraient dit, mais attention, là, il y a un problème, on nous a trompés. Le fait que ce soit passé en Martinique quelques années après, il n'y a plus de connexion entre tous les mensonges qu'on leur avait, qu'on avait distillés et la réalité. Les Guadeloupéens, ils ont vu qu'en Martinique, combien d'années après, ça s'est passé, mais ils font pas vraiment le lien, on dit tiens, on nous a trompés. Or, c'est vrai que l'histoire retiendra ça aussi. Il faudra analyser ça aussi. Comment on a pu tromper comme ça une population c'était... Je rappellerai une chose. Ensuite, Samuel. Oui. Je rappellerai une chose. À cette époque-là, les quelques dernières semaines avant l'élection, avant cette fameuse élection, en Martinique, France Antilles, en dernière page, avait plein de pages de publicité. Si vous votez oui, c'est pas de RMI, pas de ceci, pas de cela. Enfin, c'est le peuple martiniquais crève de faim. C'était ça, des pages publicitaires. On n'a pas eu ça ici. Parce que très tôt, alors, est-ce que justement la campagne suicidaire de certains qui étaient très ancrés pour... mais en tout cas, très tôt, on a compris qu'en Guadeloupe, ça ne passait pas. Et c'est vrai qu'il a fallu, à 1500 voix de différence, la Martinique basculait, et nous, on était à 30 000 voix de différence. Donc, la différence est nette, très, très nette. Et c'est paradoxal, parce que... Mais une seconde, il faut savoir aussi, mais non, au fur et à mesure, ça se saura. Jacques Chirac avait fait faire, il y avait un sondage. Et le sondage n'était pas bon. Et certaines personnes ont refilé le sondage à certains élus. Et c'est pour ça qu'on a vu subitement des gens qui étaient carrément pour l'autonomie 74 ont basculé en se disant tiens, c'est le seul moyen de tuer Chevry politiquement, on va le faire. Chevry, indépendance. Voilà. Donc je veux dire, il n'y a pas eu de vrai... C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un combat loyal sur la question ou pas, faut-il changer ou pas, faut-il faire une avancée ou pas. Il y a eu simplement une stratégie purement politicienne. Et malheureusement, on se rend compte que nous sommes la Guadeloupe à l'initiative et la Martinique avance, puisque maintenant ils vont certainement travailler sur encore une évolution de leur statut, la Guyane, etc. Et nous, les initiateurs, voilà, nous en sommes encore là avec notre taux de chômage qui ne cesse d'augmenter. Alors Samuel, et puis ensuite nous ferons un tour de plateau, puisque nous sommes... quasiment arrivé au terme de cette émission. On est en train de payer cash, notre décision le voit dans toutes les structures, on se rencontre beaucoup avec aujourd'hui tous les acteurs économiques du pays et on se rend compte que ce qui fait du tort aux entreprises, c'est un problème de statut, tout ce qui concerne les dispositifs sociaux et fiscaux qui ne correspondent pas du tout aux entreprises, mais vraiment pas. Lucette l'avait dit d'ailleurs, dans le projet guadeloupéen, elle l'avait fait voir que c'était des dispositifs qui avaient été mis en place pour des pays développés et qui n'étaient pas conçus pour les départements en retard de développement que nous sommes.
Donc aujourd'hui, on touche du doigt. On touche du doigt puisqu'on voit qu'on traverse une crise sanitaire. Aujourd'hui, la population est en train de... Eh bien oui, on décide de rien ici. Et on aurait pu dire parfois, c'est régalien. Mais parfois, c'est tellement subtil, c'est tellement insidieux que vous vous rendez compte que vous ne décidez de rien du tout. Donc, je pense qu'on a perdu 18 ans. Hein. Le problème, c'est qu'en Martinique, ils sont revenus sur leur décision aujourd'hui. Rien n'a été fait en Guadeloupe pour pouvoir rattraper ce retard-là. Un retard considérable. Hein. C'est comme si on avait fait une sorte d'arrêt sur image depuis 2003 sur ce que la Guadeloupe aurait pu être aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, on est en train de subir. Alors, lorsque Lucette Michaud-Chevry a été battue au niveau des régionales, est-ce que à ce moment-là, ça n'a pas été la chute pour elle? Est-ce que elle n'a pas été trahie par ceux qui l'avaient accompagnée jadis? Alors, est-ce que ce ne sont pas ces personnes qui ont fait en sorte que Lucette Michaud-Chevry se retrouve vraiment dans certaines difficultés, ou est-ce que ces personnes-là n'ont pas vraiment, je dirais, fait en sorte qu'elles puissent avoir des blessures, puisqu'elle parlait de blessures, elle parlait d'hypocrite, elle parlait de tout cela. Est-ce que ce ne sont pas si proches? Alors, je veux juste dire une chose. Là encore, c'est pas, on peut dire que c'est Lucette Michaud-Chevry qui a perdu, mais ce n'est pas Lucette Michaud-Chevry, c'est le pays. Rien n'a été fait. Evita a dit quelque chose tout à l'heure, il y a des sondages qui sont sortis. Au départ, je me souviens, j'étais vice-président de la région, on était dans l'hémicycle, tous les élus guadeloupéens étaient pour le... Soi-disant. Tous les élus, d'ailleurs, ils travaillaient. Le problème, c'est que derrière, vous avez des gens, une fois qu'ils ont senti qu'il fallait... Et comme c'est elle qui portait le bébé, parce que c'est vrai, Lucette Michaud-Chevry a été battue. J'ai envie de dire, c'est pas Lucette Michaud-Chevry, c'est le projet guadeloupéen qui a été battu. Parce qu'elle portait le projet. Donc forcément, ça a une incidence. La trahison. La trahison, c'est la trahison du propre peuple. C'est-à-dire, on a joué sur les peurs, enfin. On ne va pas refaire l'histoire, c'est une réalité. On a joué sur les peurs. Et c'est plus facile de faire peur à quelqu'un. Maintenant, Yves, vous arrivez quelque part. Vous arrivez chez moi, j'ai un chien. Il est détaché, il aboie. Qu'est-ce qui sera plus facile pour vous d'entendre? Quand quelqu'un va vous dire ne rentrez pas, même s'il n'est pas le propriétaire du chien, ou moi qui vais vous dire rentrez, il ne mord pas. Forcément, c'est une image, mais forcément vous aurez peur. Mais c'est ce qu'on a fait à Guadeloupéens. Et aujourd'hui, les Guadeloupéens se rendent compte qu'ils ont perdu du temps, qu'ils ont été trompés. Mais malheureusement, enfin, il n'est pas trop tard, parce que ce n'est jamais trop tard, mais en tous les cas, on a perdu beaucoup de temps. Et comme elle portait ce bébé-là, mais forcément, elle a perdu les élections. Mais j'ai envie de dire que je me souvenais qu'à l'époque, les mêmes élus, ceux-là même, qui disaient oui, nous sommes pour le oui, ben dans leur propre commune, ils ne faisaient pas le travail. Voilà. Et ils prêchaient autre chose. Donc c'est vrai qu'elle a été trahie par des concurrents, mais elle a été attaquée par des concurrents, mais elle a été trahie par les siens. Pouvoir égale trahison. Forcément. Pouvoir égale trahison. C'est jamais très loin. C'est de la périphérie. Quand on a le pouvoir, forcément, la trahison n'est pas très loin. Ouais. Oui, parce qu'elle était entourée de gens qui profitaient de son aura et qui profitaient du fait qu'elle pouvait justement les faire, parce que c'est ça aussi, hein, elle a permis l'élection de beaucoup de gens qui n'auraient jamais été élus sans son soutien, mais est-ce qu'ils étaient vraiment convaincus? C'est ça toute la question, parce qu'on sait maintenant qu'à partir du moment où ces gens qui accédaient au pouvoir, peut-être qu'ils ne s'y attendaient pas, et donc ils s'y accrochaient tellement, à partir du moment où ils se rendaient compte que leur population, dans les communes, comme vient de dire Samuel, était rongée par la peur, parce qu'on leur avait dit c'est l'indépendance, en fait c'est un piège, eux ils n'ont pas osé affronter leur population en disant, voilà, donc ils disaient, bon d'accord, fais ça zovlé, tout ça, même s'ils faisaient de beaux sourires à Lucette Michaud-Chevry. Et je pense qu'elle en a beaucoup souffert, c'est évident. Parce qu'elle était convaincue que c'était ce qu'il fallait faire. Donc c'est évident. Si c'était juste une stratégie, bon, elle passerait. Mais là, elle était convaincue, donc elle en a beaucoup souffert, c'est vrai. Alors, nous faisons un tour de plateau puisque nous sommes arrivés au terme de cette émission. Et je débuterai avec Harry. Alors, Lucette Michaud-Chevry, femme de sacrifice,
pour femmes de pouvoir? Qu'est-ce qui a primé selon vous? En tout cas, non, mais je pense qu'elle a eu une carrière de femme de pouvoir, mais elle a fini en femme de sacrifice. Parce que son amour du pays à la fin, c'est son amour. Vous savez, et en politique, on retrouve ça parce que Lucette Michaux-Chevry était proche de Chirac. Mais quand je regarde Chirac aussi, je trouve qu'il y a un lien commun entre les deux. Voilà deux individus qui ont fini leur carrière politique en me plaisant énormément. Alors, ce sont des gens que j'ai contestés tout le temps. Mais je reconnais en fin de carrière, ces gens-là ont été extraordinaires. Avec l'expérience du pouvoir, et à un moment, vous savez, je pense que quand on est dans ce jeu-là, à un moment, on va jusqu'au bout et on a envie vraiment de laisser quelque chose d'extraordinaire. On est prêt à faire le boulot. Parce qu'effectivement, le principe, c'est que vous commencez par travailler pour la résidence principale, pour la vôtre. Mais à un moment, quand vous avez la résidence principale, vous commencez à vous dire, bon, on peut penser à l'intérêt de tout le monde. Mais c'est ça qui est quand même extraordinaire. Mais je veux dire, moi, ce que je retiens, dans tout ça, je veux dire, il fallait réussir, et c'est quand même bizarre, réunir Marie-Jeanne, Karam et Lucette autour d'une table pour parler du devenir des DOM, mais de DOM en général. Et alors que localement, le peuple n'a pas réussi à avoir un langage commun, cohérent, pour passer ce cap-là. C'est quand même extraordinaire. C'était plus difficile. Comment est-ce que le peuple aurait... Bon, nous sommes à la conclusion, mais oui. Comment est-ce que le peuple aurait pu avoir un langage cohérent alors que les élus, alors que les décideurs même n'avaient pas de langage cohérent? Vous savez une chose, je vais répondre quelque chose qui va déplaire à tout le monde. Je vais dire une chose, hein. Les élus, c'est extraordinaire, c'est que quand, des fois, on arrive sous certains terrains, et tous les élus vont dans le même sens, ils disent ok, on y va, et là le peuple dit non. Le peuple sait dire non. Et ça, on le voit souvent. Et nous sommes actuellement dans des débats actuellement qui partent dans tous les sens. Et je dirais qu'il y a un mélange, on mélange tout. On mélange tout. Mais moi, je regrette, mais j'ai quand même un problème. On manipule. La foule est bête. Vous avez dit la foule est bête, mais je pense qu'il y a une limite à ça. Je pense qu'à un moment, le peuple, il sait comprendre et ne pas comprendre quand il ne veut pas. Le peuple guadeloupéen passe d'une situation à l'opposé dans 2 ans ou 3 ans. Et avec la même force, la même vigueur, je les retrouve dans la rue avec les mêmes forces. Moi, non, je considère que je ne peux pas... Mon grand-père m'a dit ça en 1979. Parce que je parlais peuple guadeloupéen. Il me dit arrêtez, arrêtez, vous faites sida, gagnez Villard, si mal, peuple là qui tuez vous. Il est tué. Moi, c'est pas par un cas du butin. Ou que vous avez la rue là-dedans, tout seul. Parce qu'il a manipulé, vous pouvez parler ça. Et je lui avais répondu une chose. Je ne dirais pas que tu as tort. Mais par contre, je te dirais une chose. Si je fais rien, est-ce que tu crois que ça va changer? Est-ce que j'ai le droit de ne rien faire? J'ai dit, mais on n'a pas le droit de ne rien faire. Même si on pense que c'est perdu d'avance. Mais si on ne fait rien, rien ne bougera. On est obligé de se battre. Mais je vous dis une chose. Jusqu'à aujourd'hui, finalement, Lucette vient de partir. Lucette Michaux-Chevry vient de partir en n'ayant pas vu une suite logique de son travail vers la fin. Et je dirais même, il n'y a pas une suite logique. Quand on voit la situation aujourd'hui, il n'y a pas de suite logique du tout. Et je pense que ça doit être triste de finir comme ça. Parce que après tout le boulot, finir comme ça, il y a un problème. Mais en définitive, on n'a pas avancé d'un iota. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, j'ai en face de moi un peuple guadeloupéen qui a avancé, qui a mûri et qui est prêt à prendre les choses en main. Donc, femme de pouvoir et femme de sacrifice. Oui, femme de pouvoir et femme de sacrifice. Merci, Harry. Oui? Et j'allais dire, et vous savez, on pourrait dire tout ce qu'on veut de la Guadeloupe, mais ce genre de pays, il y a toujours un problème. C'est un chef qui le fait avancer. Un chef. Et tout à l'heure, on disait, elle aurait pu être un chef pour le faire avancer. Elle avait cette capacité-là. Est-ce qu'on peut dire que les Guadeloupéens n'ont pas voulu d'elle comme chef?
Mais c'est toujours difficile. Parce que les Guadeloupéens utilisent bien les chants quand ça les arrange. Parce que Michou a joué. Il y a des moments où c'est la fin de la situation, mais quand elle vient pour dire des vérités, c'est plus la fin de la situation. Et c'est le jeu guadeloupéen, ça. Il faut qu'on arrête ce jeu-là. Samuel, alors, Lucette Michaud-Chevry, femme de sacrifice, femme de pouvoir. Les deux, parce que c'est une femme qui avait complètement voué sa vie à la Guadeloupe. Il faut dire ce que... Pour ceux qui l'ont connue, c'est quelqu'un qui commençait à travailler chez elle depuis 6h, 5h, 6h du matin, on était parfois chez elle, jusqu'à 22h, 23h, 0 le soir. C'est quelqu'un qui était dans la politique en permanence. C'est pas quelqu'un, elle ne faisait pas 16 heures à la région, c'est quelqu'un qui travaillait, qui bossait sur tous les dossiers, elle avait une grande capacité, elle connaissait ses dossiers, elle les maîtrisait tous. Donc, sur ce plan-là, oui, elle s'est sacrifiée puisque elle n'avait pas d'autre vie que celle-là. Je ne suis pas sûr que si elle n'avait pas pris ce pari-là sur l'avenir, je ne suis pas sûr qu'elle n'aurait pas gagné les élections 2004. Si elle s'était contentée de gérer, de faire de la gestion pure de la région, il n'y aurait pas eu de problème. C'est parce qu'elle est venue avec un projet ambitieux, d'accord? C'est ce projet ambitieux-là qui a fait forcément que les Guadeloupéens ont eu peur. Et ils n'étaient pas prêts pour ça peut-être. Le seul cadeau, parce qu'elle ne l'a pas vu de son vivant, mais je pense que le cadeau qu'on pourrait lui faire, c'est de bouger. C'est d'aller, parce que ça va dans le sens de l'histoire que de bouger. On ne peut pas rester aujourd'hui, regardez, d'ailleurs, l'histoire, on le voit, les autres départements ont bougé, nous on est encore là, dans la même situation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut faire vivre cette mémoire-là, et la seule façon de faire vivre la mémoire de Lucette Michaud-Chevry, c'est d'avancer. C'est de défendre ces idées-là, les idées pour lesquelles elle s'est battue toute une vie durant. Et peut-être que c'est à ce moment-là qu'elle n'aura pas été une femme sacrifiée inutilement. Alors, est-ce qu'on peut dire, et c'est vrai que c'est une conclusion un peu particulière, vous avez dit qu'elle maîtrisait les dossiers, j'ai entendu cela là. Je pense qu'en tant qu'humain, on ne peut pas tout maîtriser, mais est-ce que si d'aventure elle ne maîtrisait pas un dossier, elle maîtrisait la situation? Alors, Lucette Michaud-Chevry avait ça de particulier, et je l'ai vu faire à plusieurs reprises. Vous l'interrogez sur une spécialité, quelque chose. Il y a quelque chose qui me vient en tête. On avait mis en place le SDAT, le schéma d'aménagement touristique de la Guadeloupe. C'est le professeur Vélas en personne qui était venu parce que c'est elle qui est à l'origine du passage de l'Office du tourisme au CTIG. Avant, c'était un office. Après, c'est passé de 3 millions de budget à 6 millions de budget. Parce que Lucette Michaud-Chevry, d'ailleurs, c'est moi qui avais en charge ce dossier-là avec Laurent Bernier et Jeanne Marc pour le département. On a fait un vrai outil pour la promotion de la Guadeloupe. Elle a tout fait, ne serait-ce que sur le patrimoine, parce que c'est vrai, du tourisme, il fallait du patrimoine. Elle a, cette époque-là, donc elle s'est battue dans ce sens-là. Et je me souviens qu'on était resté pendant une semaine en séminaire avec d'ailleurs, je crois que Joël Raboteur, qui est professeur à l'université, avait travaillé, c'est pas je confirme qu'il avait travaillé ce dossier-là avec le professeur Vélas, qui est une sommité mondiale. Et à la fin, pour la restitution, elle vient me voir et elle me dit alors comment ça s'est passé pendant la semaine. Donc elle s'assied à côté de moi, je lui fais une rapide synthèse du séminaire d'une semaine. Elle m'écoute, et ensuite on part, on va dans l'hémicycle, la grande salle pour pouvoir et discuter avec le professeur Villas, tout le monde est là, et elle prend la parole, c'est comme si elle avait assisté à tout, au séminaire globalement. Elle avait donc tout compris. Elle maîtrisait toutes les situations. Elle maîtrisait les situations, elle avait cette capacité, elle avait forcément un cerveau synthétique, elle avait cette capacité de comprendre rapidement. C'est quelqu'un qui avait un esprit vif. Et quand vous avez un esprit vif, forcément, vous maîtrisez les situations en fonction, parce qu'elle savait le faire. Merci. Samuel et Vita. Oui, je pense qu'on ne peut pas parler de Lucette Michaud-Chevry sans se rappeler le monde dans lequel elle a d'abord débuté, et qui est un monde terriblement difficile pour les femmes, puisqu'en fait, elle a dû incontestablement se créer un personnage de guerrière et se mettre une armure. Alors il est évident que quand on se met une armure, obligatoirement on sacrifie une partie de ce qu'on est, fondamentalement. Mais l'histoire retiendra que d'abord l'image,
qui imprègne maintenant l'inconscient l'image de cette femme qui a pu tout obtenir avec simplement sa volonté. Et cette image imprègne, je pense, l'inconscient de toutes les femmes de ce pays, même celles qui se sont opposées à elle politiquement. Et ça me paraît quelque chose d'essentiel. Et je dirais que, en fait, qu'est-ce qu'elle laissera? On dit oui, c'est vrai, les propos étaient émouvants, les propos d'Harry tout à l'heure, en disant voilà, elle ferme les yeux alors que ce qu'elle a voulu, elle n'a pas vu la suite en fait de ce combat qu'elle a voulu mener pour le pays, puisque nous en sommes encore à cette situation qui est vraiment très loin de la déclaration de Basse-Terre. Mais en fait, je pense qu'elle va laisser donc des germes. On voit d'ailleurs les mouvements, 20 ans après, évidemment, des mouvements qui apparaissent politiquement. Et il y a une réalité, c'est vrai qu'on a pris beaucoup de retard, mais les germes sont là et je pense qu'un jour, ils pousseront. En fait, je ne parlerai pas de chef en parlant de Lucette Michaud-Chevry, je parlerai de leader. C'est un leader. Et avec, évidemment, tous les aspects du leader, et surtout un leader qui aimait passionnément, comme tous les leaders, qui aimait passionnément son pays et qui était totalement investi, parce que le principe même du leader, c'est qu'il est investi. Et je terminerai en disant que la leçon qu'elle m'a donnée peu de temps après son opération, j'en parlais en tout début, mais il y a eu un problème technique. C'est une chose que je n'oublierai jamais. Comment une femme qui avait subi une telle opération, tant d'heures d'opération, une opération particulièrement douloureuse, qui avait perdu une partie de sa mâchoire, comment... Voilà, elle m'a parlé de politique, de sa passion de la politique. Elle a analysé tout ce qui se passait à la télévision. Elle m'a parlé du Wenda, de ce qu'elle a pu faire. Et elle n'a cessé de me dire, mais tiens, je te trouve fatiguée. Il faut que tu prennes un peu parce qu'elle avait toujours une série de compléments alimentaires qu'elle prenait, des tisanes et tout. Elle me dit, mademoiselle Vita, là, tu me parais trop fatiguée, là. C'est allez. Et quand je suis sortie de la chambre, j'ai dit, bon là là, mais j'ai honte. Parce que c'est elle qui te donnait de l'énergie. Tu étais venu pour lui en donner et c'est elle qui te donnait de l'énergie. Et c'est là qu'on sait qu'en fait, on avait affaire, et peut-être qu'on est tous passés à côté, qu'on avait affaire à quelqu'un de vraiment hors du combat. On a parlé de transmission. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que elle a transmis à sa fille Marie-Luce, et est-ce que sa fille Marie-Luce pourrait être un rempart? Ça, je ne sais pas. Parce que on dit bien que les gènes ne sont pas obligatoirement directs. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça peut être vous, évidemment. Ah non, la politique. J'ai fini, mais je vais vous dire quelque chose. C'est dur pour Marie-Luce parce que, évidemment, on la compare toujours à sa mère, donc ce n'est pas évident quand on a un personnage de cette dimension. Mais moi aussi, je me rappelle que quand j'ai commencé la profession d'avocat, les gens disaient, parce qu'on venait encore beaucoup écouter les avocats plaider, surtout aux assises, et les gens disaient, en cas il vrai, si qu'a plaidé, qu'on t'entaille, si aussi fort qu'il t'entaille. Donc, je veux dire par là, c'est pas simple d'avoir quelqu'un de cette dimension dans sa famille et savoir si elle l'a transmis à Marie-Luce ou peut-être à une de ses petites filles ou à une de ses petites nièces, c'est possible. Parce qu'il y a des grandes familles politiques, c'est vrai. Et je dis que de toute façon, incontestablement, c'était un leader parce qu'elle avait ce qu'on appelle le charisme, c'est-à-dire que quand elle rentrait dans une salle, qu'on l'aime pas, on savait qu'elle était là. Alors Samuel voulait dire un dernier mot. Pour répondre à ça, une petite précision, je crois que Marie-Luce même a donné une réponse. Je crois, lors de son interview dimanche, elle dit qu'elle n'a pas envie de ressembler à sa mère, elle n'est pas sa mère, elle n'a pas envie d'être sa mère, elle ne sera pas sa mère, je crois que c'est très clair. Mais c'est la transmission, il ne s'agit pas d'être pareil. Voilà. Hein. Transmission. Non, mais je veux dire, elle n'est même pas dans cette... Voilà. Parce que Lucette était quelqu'un d'unique.
Voilà. Et même si c'est même pas quelque chose que vous donnez à un enfant, c'est à votre enfant, même s'il est votre enfant. Et je pense Donc, que vous partez avec. vous partez avec, puisque c'est tellement vous. Comme je vous dis, c'est l'histoire d'un individu. Hein. Vous vous construisez en fonction de votre histoire. Je ne pense pas que Marius ait eu la même histoire que sa mère. Parce que déjà, sa mère les a protégés. Enfin, on ne va pas reprendre le débat. Oui, Voilà, sa mère les a protégés de tout. Vous avez connu la période des bombes et tout ça. Donc, ils étaient obligés de quitter le pays pour d'ailleurs. Donc, c'est la mère qui est restée en fonte. Donc forcément, celle qui se bat devant n'a pas le même rôle que celle qu'on va protéger. Donc déjà, ce n'est pas la même histoire. Merci d'être venu pour cette première émission Que les choses soient dites de la rentrée. Nous nous retrouvons donc mardi prochain avec un autre thème. Et puis, vous aurez surtout un conditionnel de cette émission. Continuez à nous regarder, continuez, parce que nous aurons des thèmes qui vous intéressent et où vous devrez vous aussi réagir par le biais du téléphone. Excellente soirée à tous.